Alors, bienvenue les amis, on est à l'école des parents avec nos amis les monos et mon mari Julien Duby, c'est fantastique. Et puis, on va répondre à vos questions, donc c'est une petite session, la dernière, la session questions-réponses. Mais j'aimerais quand même dire que vous pouvez aller sur toutes les plateformes de The Family Oasis avec Hugues et Chamira. Ils ont fait plein de vidéos, notamment en français, mais aussi en anglais, et puis en allemand aussi. Hein, non. Pas encore. Pas encore, bientôt. Oui. Il y en a 123 en anglais et je crois une trentaine en français. 123 vidéos en anglais et 23 vidéos en français. Donc là, vous aurez certainement plein de réponses à vos questions, plus toutes les vidéos que vous avez déjà faites pour l'école des parents. Donc, on va essayer de répondre rapidement à ces questions, mais si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir les vidéos à The Family Oasis et puis les vidéos qui sont accessibles pour l'école des parents. Et puis pour ceux qui n'aiment pas les vidéos et qui préfèrent lire, Chamira a écrit des blogs, je crois qu'il y en a plus que 100, en allemand, en anglais, en français, et puis ça va plus en profondeur sur tous les thèmes. C'est des blogs, exactement. Donc ça, c'est magnifique. Comment en français les blogs? Blog. Ah oui. Ils n'ont pas trouvé un mot. Oui, c'est meilleur. Blog. Bon. Je sais pas ce que ça veut dire blog. Ben, un blog, c'est quand tu écris des textes. Tu fais des articles. Oui, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je ne sais pas non plus. Je crois que c'est un juste truc. pour ça. Ils ont inventé un mot. Oui. Donc, revenons à nos moutons. Je vais poser des questions. La première, elle est un peu pour vous, Hugues et Chamira. C'est, vous avez dit que vos enfants vous obéissent rapidement. Comment avez-vous fait concrètement pour en arriver là? Quelle stratégie avez-vous mis en place? Pouvez-vous donner des exemples? Avec cette question, c'est rigolo parce que souvent, c'est moi qui ai la tendance à dire... J'ai tendance à romantiser des fois les choses. Et puis Chamira me dit, ouais, mais tu dois quand même dire la vérité. C'est pas que je dis pas la vérité, mais j'ai tendance à romantiser. Mais c'est vrai qu'ils nous obéissent. Mais ce que vous savez pas, ça a pris du temps. Ouais, et ça n'a pas commencé comme ça. Ça a pris du temps, beaucoup de temps. Et on a commencé quand ils étaient très petites à les enseigner que notre oui, c'est un oui et notre non, c'est un non. Et vraiment, s'ils n'ont pas obéi, on a eu des conséquences. On les a enlevés ou on a pris quelque chose, peut-être ils ont tapé sur quelque chose. Alors, on était très conséquents sur ça et ça prend beaucoup de temps comme parent parce que c'est pas facile, tu n'aimes peut-être pas toujours te lever, mais ça coûte et c'est pas un formel ou c'est pas magique, ça vient pas... Il n'y a pas de recette magique, ça faut le dire quand même, il n'y a pas de recette magique. Non. Je sais, tout le monde cherche ça, hein. J'ai aussi cherché, ça n'existe pas, alors j'ai appris que c'est beaucoup mieux, que ça prend du temps, aussi pour moi et pour nos enfants. Et on a commencé comme ça, de vraiment, ce que nous dites, il a de valeur. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, parce bien que sûr. Je crois que tout le monde veut ça. Mais est-ce qu'on enseigne ça vraiment tous les jours? Est-ce qu'on paye le prix? Oui. Parce que c'est ça. Moi, je sais que quand j'appelle mes enfants, je dis « on mange ». C'est vrai que si je veux qu'ils m'obéissent tout de suite, je dois monter au premier étage. Je veux dire, c'est tout de suite maintenant. Donc, ça demande un effort d'obéissance immédiate. Mais moi, je me rends compte après les années que le plus jeune tu commences, le mieux c'est. Donc, tous ceux qui ont des enfants en bas âge, allez-y, donnez tout ce que vous avez, parce que ça va vous prendre beaucoup moins de temps, alors qu'après, toutes les années suivantes, vous allez ramer, et quand vos enfants ne vous obéissent pas tout de suite. Puis l'idée, c'est qu'en fait, on travaille à aller là-bas, aller à cette obéissance immédiate. Et puis souvent, les parents, parce que ça ne marche pas, évidemment, parce que comme on a dit, ça prend du temps. Parce que ça ne marche pas, tu dis, ah, mais tu sais, avec lui, ça... il peut pas. Il est spécial. En fait, tu baisses le niveau, au lieu de... On a déjà parlé de ça, au lieu de monter le niveau, enfin, de garder le niveau, et puis d'élever les enfants. Puis ça, je crois, c'est très important. Donc, en fait, c'est pour tout le monde possible. Et puis, ça donne vraiment une sécurité de savoir que mon oui est un oui, mon non est un non, des deux côtés, avec l'enfant et chez les parents. Et puis, nous, on a trouvé dans la durée, à la fin, il y avait une clarté qui amenait la sécurité chez tout le monde. Ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps, hein,
Même maintenant, quand ils sont adolescents, des fois, on doit reprendre ça, mais passer un concept que tu as dans la tête. C'est un peu comme si tu apprends à être généreux. Des fois, peut-être tu le sens pas, mais enfin, tu aspires. Tu aspires, peut-être tu dis, oh mince, c'est vrai que là, je me suis planté, il faut que je corrige, tu vois. Donc, c'est un peu ça, je dirais. C'est un marathon, en fait. Hein. C'est pas un sprint, la parentalité. Et puis, c'est vrai que moi, je l'ai déjà dit sur cette plateforme, mais moi, ce qui m'a toujours encouragée, c'est de me dire, chaque jour est nouveau, et là, on peut recommencer. On peut se redonner l'espérance que cette fois, ça va fonctionner, puis que ça va être de mieux en mieux. Ouais. Et ça vaut vraiment la peine. Parce qu'un adolescent qui a pas de respect, c'est pas la même chose qu'un enfant à 2 ans. Ouais, et ça vient de pire en pire. C'est de pire en pire. C'est pour ça, c'est bien de faire semer quand ils sont petites. Oui. Et se lever, parce que nous, on apprend aussi comme ça. Se lever, pas être confortable. Comme ça, on est sur le chemin déjà. Exactement. Et puis juste un red flag, parce qu'on entend des fois l'obéissance immédiate comme ça. Il y a obéissance déjà qui nous fait grincer les dents. Oui. On avait parlé de ça dans une vidéo. Et c'est ces choses qui nous font grincer les dents, plus immédiate. Donc ça, il y a les deux. Deux grincements de dents. Quand on parle d'obéissance immédiate, on ne parle pas d'être un tyran. Ouais. Parce que c'est vrai que tu peux être un tyran et puis tu auras vraisemblablement l'obéissance immédiate parce qu'ils vont paniquer, ils auront peur de toi et tout ça. Ouais. Mais l'idée de l'obéissance immédiate, c'est vraiment un travail de cœur. Et à la fin, on formate les cœurs. Et puis c'est là, comme on a parlé justement d'avant, d'être généreux. On peut être généreux parce qu'on a un pistolet sur la tête, ou on peut être généreux parce qu'on a appris. Et puis c'est le cœur de Dieu, en fait, qui rentre chez nous. Quoi. Exactement. Donc l'objet... Il y a je trouve qu'il y a une complexité pour les parents, c'est de comprendre que l'éducation, elle n'est pas juste que quand tu éduques. C'est-à-dire que tes enfants, c'est des yeux qui sont comme des caméras de surveillance qui sont 24/24 branchés sur toi, en réalité. Ils évaluent comment tu fais du business, ils évaluent comment tu relationnes avec les gens, ils évaluent tout. Et puis, ce que j'observe parfois, c'est que les gens, ils sont très focus sur quand ils sont en train d'éduquer leurs enfants. C'est-à-dire, là, maintenant, je prends du temps pour l'enfant, donc je me mets en mode « Mais tu sais, mon chéri, nanana ». Mais 5 minutes après, ils sont dans un autre contexte, et puis là, c'est une autre personne. Et ça, les enfants, ils peuvent pas gérer, en réalité, ce truc-là. Donc, il y a vraiment une question d'intégrité qui est demandée... c'est-à-dire qui est requise pour une éducation qui porte son fruit. Parce qu'autrement, ça fait des enfants qui sont un peu... schizophrènes. C'est encore pire. Et puis ça sort extrêmement à l'adolescence. Parce qu'ils ne le voyaient pas en bas âge, évidemment. Et jusqu'à 7... On a vu aussi dans notre vie, jusqu'à 7, 8, 9 ans, il n'y a aucun de tes gamins qui dit hey, tu n'as pas fait ce que tu as dit. Mais au bout d'un moment, et la première fois que ça sort, moi je me rappelle, la première fois que c'est sorti, c'est sur la route, je crois. Où j'étais un peu nerveux avec quelqu'un, et puis l'enfant a dit « Ah, t'as dit, you know ?» Puis après, ça sort, puis après, ça marche plus. Ils perdent le respect aussi quand ils sont adolescents. Mais c'est ça, c'est montrer l'exemple avant tout. C'est toi aussi comment tu es obéissant, et puis tu as de l'autorité quand toi-même tu fais ce que tu dis à tes enfants de faire. Et le meilleur test, c'est avec nos téléphones. Ouais, c'est sûr, le téléphone. Tu veux en parler un peu? Mais vous avez fait des vidéos sur beaucoup. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses, ça se voit moins. Mais c'est vrai que le téléphone, si on essaie d'éduquer nos enfants, des fois on ne se rend même pas compte comment nous, on est là-dessus. Avec les gros mots aussi. Est-ce que tu dis aux enfants de ne pas dire des gros mots, mais après, en fait, tu te rends même plus compte. Mais ça, c'est sûr. Enfin, il y a plein de choses. Aussi avec la boisson, comme tu traites ta femme. La colère, comme tu parles avec... Il y a plein de choses. Plein de choses, puis effectivement, t'es regardé et écouté 24 heures sur 24. Oui. Donc c'est ça le grand challenge de l'éducation, c'est d'être le modèle pour ses enfants. Donc, on passe à la deuxième question. Comment gérez-vous les conflits entre frères et sœurs? Jalousie, dispute, violence.
Ça, c'est le problème de l'humanité, n'est-ce pas? Ça, c'est normal pour tout le monde. Des fois, les parents, ils pensent que c'est juste chez nous. Et tous les autres enfants, ils ont bien élevé, ils font pas la même chose, mais c'est partout la même chose. Et moi, j'aime bien commencer à vraiment être proactive en écoutant comment ils se parlent à la maison, un à l'autre. Parce qu'on laisse beaucoup et on va pas intervenir parce que on veut pas toujours. Et après, on dit on laisse, mais ils parlent mal l'un de l'autre. Après, leur cœur, il est déjà mal vers l'autre. Parce que le cœur et la bouche sont connectés. Et alors là, on a déjà... Ce que nous, on a fait quand ils étaient petites, quand ils ont dit quelque chose de mal de l'autre, on a dit ils ont gagné le ticket de dire 5 choses positives de l'autre. Exactement. Alors ça change. On a fait ça hier à table. Oui, c'est toujours, ça n'arrête pas. Ça continue. Adolescent. Ouais. Et ça renouvelle leur intelligence aussi et leur cœur, parce que les mots, ils ont le pouvoir. Et un autre que je me souviens maintenant, c'est comme tu dis, le tattletaling. Ah, si tu dis redipéter en France. Redipéter, je sais pas si c'est un truc suisse aussi. Tu dis comment? Tu dis quand il râle? Non, quand rapporte sur l'autre. Ah, d'accord. Ça, et... c'est pas redipéter, c'est... être poucave. Ah, poucave. Okay, wow. C'est quand tu vas dire à tes parents ce que l'autre a fait. Ça, c'était interdit déjà chez nous parce que ça vient toujours d'un cœur pas bien. Ça vient toujours, je veux que l'autre il a un problème ou je veux qu'il ait des conséquences. Alors chez nous, c'était no. On a fait la règle qu'ils peuvent juste dire ce qu'eux, ils ont fait. Donc, du style, il y a une bagarre. Et puis, donc, on prend le premier, puis il a juste le droit de dire ce qu'il a fait lui, puis après, on prend l'autre. Donc, ils ont séparé pour dire ce qui s'est passé. Ou des fois ensemble. Des fois ensemble. Parce que c'est juste pour éviter ça. C'est pas d'avoir le cœur qui est mal vers l'autre. Mais on dépend beaucoup à ça comme parents. On veut qu'ils disent. Parce qu'on n'était pas là. Alors, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, oui. Et c'est sûr, si c'est dangereux, on a toujours appris à nos enfants, si quelqu'un il est dehors, ou il fait comme ça tu peux le dire. Oui, mais ça, ils comprennent. Drogue, déjà, ils prennent plus tard. Alors, ils comprennent la différence. En fait, qu'il y a ou un couteau, danger, oui, comme ça. Mais ça, c'était pas facile pour nos enfants à apprendre parce qu'ils étaient là. Ils voulaient dire, c'était avec tout leur corps, qu'ils étaient là, mais c'est pas juste, ils n'ont pas dit la vérité. Mais on a travaillé là-dessus et aussi de savoir, on ne peut pas gagner toutes les every war. Les batailles. On ne peut pas gagner toutes les batailles. C'est aussi comme parents. Des fois, on va laisser, c'est le Saint-Esprit qui travaille dans l'enfant et il vient peut-être le jour après, il dit « je n'ai pas dit la vérité ». Et ça, c'est beaucoup mieux que le forcer. Tu ne forces pas la main. Et puis, un truc que Shamira faisait aussi, moi, quand je suis rentré du boulot, j'ai vu ça, je dis, ça, c'est bizarre. Elle avait fait des espèces de cartes comme ça, avec une bande que tu pouvais mettre autour du cou. Et puis, c'était les fruits de l'esprit. Et puis, suivant ce qui se passait, par exemple, si un n'était pas généreux ou il mentait, elle lui mettait le fruit. Non. Ils allaient regarder qu'est-ce qu'ils ont besoin au lieu de quoi ils ont besoin. Qu'est-ce qu'ils ont, le contraire. Puis ils se mettaient ça autour du cou. Ils se promenaient comme ça. Pas à l'école, vous inquiétez pas dans la rue. Juste à la maison. Nous, ils n'avaient pas 18 ans. Non. Ils n'avaient pas 18 ans. Nous, on leur donnait des noms, en fait. Celui qui était désobéissant, on l'appelait obéissance. Celui qui n'était pas reconnaissant, on l'appelait reconnaissance. Aujourd'hui, ils se rappellent encore de leur nom quand ils étaient enfants. Mais c'est vrai qu'il y a une puissance. C'est-à-dire, plutôt que de dire à ton enfant... Par exemple, l'exemple ultime, c'est la maladresse. Dès qu'un enfant est maladroit, on dit « mais t'es maladroit, t'es maladroit, t'es maladroit ». Et tout d'un coup, il devient maladroit parce qu'on l'a labellisé comme ça. Donc nous, on a décidé d'appeler nos enfants à l'inverse pour contrecarrer, avec l'esprit contraire, on déclare
ce qu'ils vont devenir. Ouais, c'est prophétique. Et ça, c'est prophétique. Donc l'éducation, elle devrait être hyper prophétique. Sachant que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, ben, tu dois déclarer ce que tu veux voir arriver chez ton enfant. Et puis quand tu le traites de nul, quand tu dis tu es un incapable, tu n'y arriveras jamais, j'aurais dû t'avorter, des fois il y a des choses horribles qui se disent. S'il vous plaît, demandez pardon à vos enfants et puis dites-leur que vous êtes sincèrement désolé, brisez les paroles de malédiction sur eux, il faut les délier de ça et commencer à dire l'inverse. Quelle grâce de t'avoir, heureusement que t'es né, qu'est-ce que je ferais sans toi, tu vas avoir un impact sur cette terre comme jamais. Enfin, ça, c'est hyper important, les paroles. Et puis, quand tu es le gardien de ta maison, c'est-à-dire le père et la mère, tu laisses pas de la violence dans ta maison, c'est-à-dire pas juste de la violence entre les enfants, mais tu les laisses pas regarder des jeux vidéo violents, des films violents, parce que si tu les laisses regarder ça, après, ne t'étonne pas qu'ils le fassent. Même nous, on était hyper restrictifs sur les dessins animés. Mais on a observé qu'après Tom et Jerry, ils se tapaient dessus tout le temps. Mais regarde Tom et Jerry, t'as l'impression que c'est innocent. Ils se tapent dessus non-stop. Donc on a dit, fini Tom et Jerry. Après, c'était Franklin la tortue. Reviens vers les dessins animés de l'époque. On a déjà dit ça, je crois. Mais où c'est lent, c'est pas stressant. Aujourd'hui, c'est la vitesse des films, des dessins animés, elle est beaucoup trop grande, en fait. Vitesse anormale. Ça stresse les enfants. Enfin bref. Donc c'est toi qui es responsable de ce qui se passe dans ta maison. Tu ne peux pas laisser de la violence, des mots comme ça. Tu dois reprendre, tu dois te lever et agir. Encore une fois, te lever. Et aussi de savoir que tu apprends à des enfants le conflit résolution. Oui, de résoudre les conflits. Parce que ça, je trouve tellement beau qu'on a cette responsabilité. Et s'ils se battent tout le temps, ils ne savent pas comment faire. Et j'aime aussi pas les parents qui disent on les laisse juste, ils vont se faire eux-mêmes. Mais ils ne savent pas comment. C'est le plus fort qui gagne. Et on est là pour les enseigner aussi en ça. Après, ils peuvent le faire au travail, avec leur mari et avec leurs enfants. C'est pas juste à la maison, c'est plus tard. Et moi, j'ai pas appris ça moi-même à la maison chez moi. Alors, j'ai dû apprendre ça beaucoup plus tard. Et si nos enfants... Ensemble, on a appris. Mais si les enfants ils peuvent déjà apprendre ça à la maison, c'est beau. C'est énorme. Bah, c'est ce que l'école ne va pas leur apprendre. Non. C'est la famille. Ça dépend quelle école. Oui, c'est sûr. Il y a une école à Annecy qui... Shout out. Annecy Academy. Oui, on fait de la pub. Non, mais c'est une parenthèse, mais c'est vrai qu'on observe dans notre petit projet d'école, pour l'instant avec une micro-classe, qu'en fait, il y a beaucoup d'espace-temps, et ça faisait partie d'ailleurs d'un des derniers conseils de classe. On s'est dit, OK, qu'est-ce qui vaut mieux ? Qu'ils sortent de l'école en ayant appris les maths ou qu'ils sortent de l'école en ayant appris les rapports humains. Et puis, bien sûr qu'on se doit vis-à-vis des parents et de l'académie qu'ils apprennent les maths. Mais s'ils sortent et ils n'ont pas su les maths, mais ce sont de bonnes personnes, dans le sens, c'est sûr qu'ils vont pouvoir trouver et garder un travail plus longtemps que s'ils sont spécialistes. Des spécialistes, il y en a des tonnes, dans le sens. Mais puis du coup, ça nous a interpellés, puis on s'est dit, OK, ça vaut la peine d'arrêter le cours, de gérer les conflits, de gérer les choses, et puis de reprendre le cours après. De se payer, c'est un peu comme un luxe. Et je pense que dans l'éducation, moi je le vois, on est souvent, encore maintenant, dans un rush. On est une famille nombreuse, avec beaucoup de... Et puis c'est vrai en tout cas peut-être moi, Sandra moins, mais moi je règle les problèmes un peu, pas comme un tyran, j'espère pas, mais en disant, écoute, là j'ai pas le temps d'en parler, je botte en touche, on espère pouvoir y revenir, mais la réalité c'est que c'est rare qu'on y revienne vraiment. C'est difficile. Donc on est conscient que le quotidien, il est pas fait
il va pas avec ce type d'éducation-là. C'est-à-dire, il y a tout qui te pousse à ne pas le faire. Ah, mais nous, on le fait tout le temps. Il n'y a aucun conflit qui n'est pas résolu. Non, ça c'est vrai. Ça n'existe pas. Non, c'est vrai. On revient dessus. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais je veux dire. Ça. Non, mais parce que. Même si ça prend plusieurs jours, alors c'est peut-être ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça. C'est que des fois, c'est pas de manière immédiate, tu attends un petit peu que ça se passe. Mais jamais tu laisses un conflit comme ça en stand-by. Non, on revient toujours dessus. Mais dire les petits trucs dans la voiture, un machin que t'as pas le temps de gérer juste maintenant. C'est bon, parce que l'ennemi, c'est ce qu'il fait aussi. C'est-à-dire qu'il vient tout le temps dans un timing opportun. Ouais. C'est au sommet pas de la crise, mais au sommet du stress, de l'enjeu. Et puis, parce que c'est rare que ces choses, elles arrivent quand tout le monde chill à la maison, que tu as le temps. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir cette plasticité de dire, OK, là, c'est pas le moment. On va revenir là-dessus. Et puis, c'est vrai qu'on revient toujours. Mais des fois, on se relaie. C'est-à-dire que moi, si j'en peux plus, j'ai essayé de résoudre un conflit avec un enfant, puis que j'en peux plus... Et ben toi, tu prends le relais et tu fais la suite. Oui, c'est vrai. Mais après, ça, on le fait à tous les âges, même encore adolescent. Oui. Tu laisses pas un conflit comme ça en stand-by. Tu vas jusqu'au bout. Et puis, c'est ce qui permet aussi aux enfants de se repentir, de demander pardon, de réaliser qu'ils ont été trop loin. Et puis, les parents aussi. Si on a été trop brutal, on prend le temps. C'est hyper relationnel, en fait, l'éducation. C'est juste... Éduquer ses enfants, c'est être en relation avec eux, si on peut résumer ça. C'est pas mal. Ouais. Donc ça prend investir, parce que les relations, c'est la seule chose qui reste dans l'éternité. La seule chose qui reste. Donc c'est comme pour les finances, on avait un week-end sur les finances la semaine dernière, et puis j'aimais bien le résumé de tout le week-end, c'est ce qui a le plus de valeur, c'est les gens. Et puis l'ennemi, il aimerait toujours te dire non, c'est ta carrière, non, c'est l'argent que tu vas faire, non, c'est ton identité là-dedans. Ça, c'est maman qui te détourne de l'essentiel qui est investi dans les gens. Donc, dans tes enfants, si tu as une famille, tu ne vas jamais regretter d'investir du temps dans ta famille. Jamais. Par contre, tu vas regretter de ne pas en investir assez. Comme beaucoup de gens, c'est toujours ça. Oui, c'est ce qu'ils disent. Moi, j'aime bien ces vidéos qu'on trouve sur Instagram où tu vois des papis, des mamies qui parlent de ce qu'ils regrettent. Puis t'en as, ils sont dans la rue, ils pleurent, ils disent mais si j'avais su, j'aurais pas investi autant ma carrière, j'aurais pris plus de temps avec ma famille, avec mes enfants. Aujourd'hui, je vois que parce que j'ai pas investi en eux, ils investissent pas en moi en fait. Après on s'étonne que nos enfants viennent pas nous voir quand on est âgé, mais si t'as pas investi la relation, il n'y aura pas de retour sur investissement. Ça, c'est bien de le dire avant qu'il soit trop tard. Donc, tous ceux qui ont des jeunes enfants, on vous encourage à tout investir dans vos enfants, sachant que c'est de l'or en barre. C'est les plus grands stock market du monde, je sais pas comment dire. Investissez en bourse des enfants. Je pense que c'est nécessaire qu'on vous le dise. Maintenant, j'essaie de mettre à la place... moi, je sais qu'on est différents. Et je sais que, par ailleurs, pour ces questions-là, Sandra, elle m'aide. C'est-à-dire, c'est plutôt elle, là, le pitbull, en disant non, mais il faut tenir. Est-ce que tu es allé revoir tel et tel? Est-ce qu'on a réglé les conflits? Moi, j'aurais plus, moi aussi, parce que peut-être que je suis un homme. Enfin, non, ça c'est sûr, je suis un homme, c'est pas peut-être, mais je veux dire, il y a peut-être aussi des je sais pas, des traits de caractère liés au genre, mais bon. Il pourrait. Non, je sais pas. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait y avoir des couples parmi nous qui sont les deux comme moi. C'est-à-dire qu'ils sont les deux à dire oui, mais c'est pas grave, ça va passer. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie intentionnalité, c'est-à-dire de se forcer, de trouver les stratégies pour rejoindre cette réalité-là, qui est en réalité pas une option, en fait. Enfin, c'est pas une option, c'est pas je le sens pas. Tu vois, c'est un peu comme le pardon. Le pardon, c'est pas est-ce que je le sens, est-ce que je le sens pas. Non, c'est une loi spirituelle. Pour moi, cette question-là, je sais pas si on peut dire c'est une loi spirituelle, mais dans un sens, oui, parce que c'est religion versus relation. Et si on est des religieux dans notre façon d'éduquer nos enfants, on va les briser.
Donc on va la lettre tue, mais si on est relationnel, on est plus proche du modèle de Jésus. Oui. Mais la réalité, c'est qu'on peut par nature être plutôt des fonctionnaires de l'éducation, tu vois, comme ça. Et puis c'est ça aussi, c'est les mêmes questions qu'on nous pose pour l'éducation, c'est aussi des questions que des paroissiens ou des chrétiens pourraient poser à leur pasteur, genre c'est quoi la formule magique pour avoir une prophétie accomplie dans ma vie, ou c'est quoi la formule magique pour gagner plus d'argent, tu vois, c'est tout l'évangile de la prospérité, c'est un petit peu des formules magiques, alors que Dieu va toujours t'encourager. Un pasteur, il devrait toujours dire va, cherche la face de Dieu, jeûne, prie jusqu'à ce que tu aies une réponse, et relationnellement que tu dois y arriver. Il n'y a pas de formule magique, parce que comme tu dis, c'est ou la religion ou la relation. Et puis dans l'éducation, c'est ça. Ouais, absolument. Donc, on avance avec les questions. Là, on répond déjà presque à toutes les questions. Mais... Comment gérez-vous les moments où les enfants vont jouer chez des amis ou à des anniversaires quand vous n'avez plus le contrôle sur ce qui se passe? Très très bonne question. On a déjà un peu répondu déjà. Hein. Shamira, elle a eu ce concept, en fin de compte. On va faire une maison qui est accueillante. Parce que ça, je crois que c'était un point on avait acheté un baby-foot. On avait acheté 2-3 trucs, des fléchettes et tout ça, parce qu'il dit, j'aimerais que les enfants viennent chez nous. Une trampoline et tout, qu'ils ont vraiment envie. Parce qu'on ne peut pas dire, ils viennent tout chez nous et c'est ennuyant. On ne fait rien du tout. Être attractif. Oui, exactement. On fait des gâteaux. On fait bons gâteaux de Shamira. Oui, alors ça doit quand même être... bien pour les enfants. Puis toi, en fait, c'était le moyen. Moi, je ne sais pas si j'aurais pensé à ça. Moi, je crois que j'aimais pas s'ils allaient chez quelqu'un, mais j'aurais même pas pensé. Mais toi, tu étais super à penser à ça. Puis c'est vrai que les enfants aimaient venir chez nous. Donc ça, je trouvais que c'était un bon moyen. Au lieu de dire non, tu vas pas chez les autres, mais on a dû le dire. Ils avaient quand même le droit. Mais du style, c'était, on veut pas forcément que tu dormes là-bas, par exemple. Mais on connaissait les gens. On connaissait les gens, on connaissait les parents. Mais c'est vrai que je crois que ce qui est important dans tout ça, pour pas avoir une réponse toute faite qui correspond à tout le monde, parce qu'il y en a pas, c'est vraiment de se poser la question comme tu as fait toi. J'ai trouvé que c'était extraordinaire. Ouais. Et aussi, on a parlé des scénarios. Qu'est-ce que si quelque chose arrive quelque part d'autre, qui peut-être ils regardent un film, comment réagir. Et qu'ils peuvent dire non, je dois aller à la maison maintenant, juste un truc comme ça, pas aussi dire non, mais je peux pas. Il y a beaucoup d'enfants qui diraient ça pas, peut-être. Et en guillemets, c'est arrivé, puis j'étais étonné. Un enfant de 10 ans, du style le fils, je me rappelle, tu te dis à 10 ans, il est parti. Il a dit, je peux pas regarder ça. Donc, en fait, c'est ça qui était rigolo. Après, les gens de son école, enfin, de ses amis, ils savaient qu'avec eux, ils n'avaient pas le droit de voir certains films. Oui, exactement. Et puis moi, nous, on a trouvé ça super. C'était en fait eux qui imposaient leur... Enfin, qui élevaient le standard. Qui élevaient le standard. Oui, ça existe à l'autre côté aussi. Mais on a vraiment pris le temps, un après-midi, de dire si ça arrive, ou juste dans la voiture, des fois, j'ai donné des scénarios. Ça, comment vous pouvez faire. Ça, c'est très bien. Parce que comme ça, ils ont équipé aussi. Exactement. Ils n'ont pas choqué, ils ne savent pas quoi faire. Comme ça, on a déjà fait ce scénario, ils ont parlé, nous, on a parlé ensemble. Comme ça, ils étaient sûrs d'eux aussi dans ces moments. Mais les mises en situation dont tu parles, c'est très important. Parce que moi, je me rappelle, j'ai fait une formation pour des groupes de suivi, donc thérapeutiques. Et puis, dans ces groupes de suivi, ils nous mettaient en situation, puis ils disaient, voilà, est-ce que tu peux jouer maintenant tel scénario ? Et puis, ils expliquaient que quand tu joues le scénario, et puis il y en avait une, je me rappelle, qui devait faire semblant d'avoir son père en face, et puis de lui dire non, ou de lui dire ses 4 vérités alors qu'elle n'avait jamais osé parler à son père. Et puis le fait de te mettre en situation, même si c'est pas la réalité, ça te prépare pour la suite. Le fait de l'avoir joué une fois, ça t'aide à le refaire ensuite. Donc c'est pour ça que les enfants, moi je faisais des petits scénarios, genre voilà, on vous propose de fumer, je te donne la cigarette, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis ? Et puis plein de petits scénarios comme ça où on joue, c'est rigolo pour les enfants.
Mais alors, il ne faut pas, bien sûr, leur mettre trop de pression. Il faut que ça reste un jeu rigolo, tout ça. Oui, tu peux gérer ça. Ça les aide énormément. Parce qu'il faut savoir, quand on sait ce qu'on sait, quand on est comme moi, où j'entends l'histoire des gens et je connais les scénarios, je sais que les problèmes, ça se passe pendant les anniversaires, quand les enfants vont dormir ailleurs, quand ils dorment dans la même chambre, dans le même lit. Déjà, il ne faut pas les faire dormir dans le même lit, dans la même chambre, attention. Enfin, il faut être vraiment... faut faire hyper gaffe, même quand les enfants sont chez toi, sois attentif, tu vas jeter un œil de temps en temps, faut être vraiment vigilant, pas terroriser ou diffuser de la peur, mais il faut être vigilant. Donc, avec la sagesse. Exactement. Dans le meilleur des cas, tu les fais dormir chez toi, tu leur dis non, tu vas pas chez cette personne, je la connais pas, même si tu la connais, même si c'est des chrétiens, tu dois être vigilant. Malheureusement, c'est comme ça. Et demander à Saint-Esprit aussi. Et puis, si tu n'es pas sûr, demander au Saint-Esprit. Et aussi, comme on ne peut pas tout anticiper, parce que même à l'école, il peut se passer des choses partout, de rester bien en relation avec ton enfant et puis lui poser régulièrement des questions comme est-ce que tu as été témoin dernièrement de quelque chose qui t'a choqué, que tu aimerais peut-être m'en parler, sache que tu peux vraiment tout me dire. Et quand les enfants ils commencent à dire des trucs qui pourraient te faire monter au plafond, garder ton calme, parce que sinon ils vont plus te parler si tu montes au plafond. Poker face. Voilà, de dire... Vas-y, fais-moi voir comment tu fais poker face, toi. Ok, parce que moi j'ai déjà eu ça, où on venait d'apprendre, on avait fait un week-end sur les agressions sexuelles, et puis Jean-Louis Lafont, il nous disait toujours... Posez régulièrement à vos enfants la question, est-ce que tu as été témoin de quelque chose qui t'a choqué ou est-ce que tu aurais besoin d'en parler? Sache, tu peux toujours venir me voir. Ou voir un adulte, c'est important d'en parler. Et puis là, c'est sorti. Et puis les enfants, ils parlent. Même si j'étais en train de faire je me dis, je vais utiliser cette phrase, c'est que je viens d'apprendre. Et là, clac, ça a fonctionné. Et puis les enfants, ils ouvrent leur cœur. Puis même des fois, c'est des choses, je me dis, comment c'est possible, comment c'est arrivé? Moi, je suis hyper vigilante, on est hyper vigilant, on fait venir les gens à la maison et tout. Et puis, donc tu gardes ton calme, puis tu dis, ok, je te remercie de m'avoir partagé ça. Franchement, j'honore ton courage, et puis c'est inadmissible ce que tu as vécu. Et puis, on va prier ensemble, et puis on va demander à Jésus de traiter ça. Excellent. Ça, c'est un exercice que... Enfin, nous, on est comme entraînés à ça. Notamment dans l'exercice de la confession. C'est-à-dire, en tant que pasteur, c'est sûr que si la personne, dès qu'elle t'annonce un truc, t'es genre... Puis genre, tu peux pas. Donc, il y a une posture qui... du coup, mais... C'est sûr que quand c'est tes enfants, quand c'est des gens, mais bon, c'est pas des gens lambda, c'est des gens qui sont dans ton église. En général, t'as de l'empathie, t'as de la compassion pour les gens, donc ça devrait te toucher. Si ça ne te touche pas, c'est un autre problème, mais il faut peut-être consulter. Mais il faut que ça touche sans trop. Mais c'est vrai que quand c'est tes enfants, c'est la chair de ta chair. Ben oui, si tu sais que, surtout dans les cas d'agression sexuelle, parce que c'est hyper répandu, où ça peut arriver entre tes enfants. Donc tu vas. J'allais le tuer, Mais tu peux pas tuer ton propre enfant. Non, mais l'autre. Non, parce que ça arrive entre tes enfants. Ah non, oui, moi c'est les deux. Je suis désolée, mais ça arrive aussi très souvent. Mais ça, on a un bon modèle, c'est Abeleka. Il a réglé le truc dès le début. Non, mais je veux dire, tu sais que... Mais c'est un très bon exemple parce qu'en fait, tu dois avoir de la compassion pour l'agresseur comme pour l'agressé, sachant que l'agresseur, il était agressé. Ça ne s'invente pas, en fait. Et le problème au milieu des enfants, c'est que c'est une vraie épidémie. Donc tu dois avoir la compassion pour les deux, les aider les deux, et puis savoir comment faire. Donc là, je vais venir sur une question qui nous est posée, puis on va y répondre tout de suite. C'est comment gérez-vous les moments, comment bien préparer... Non, c'est pas cette question. Donc, on va passer les questions. C'est pour qu'un couple aille bien, il faut aussi aller bien personnellement. Pour qu'une famille aille bien, il faut aller bien personnellement. Donc là, on en revient en fait au fait que si on veut une famille en bonne santé, il faut premièrement travailler à sa bonne santé à soi, régler
les problèmes du passé, les héritages du passé, parce que c'est sûr qu'ils arrivent directement sur les enfants. Ouais. Donc si on les a pas réglés nous, on va les voir se produire chez nos enfants. Ouais. Donc plus vite on traite nous les choses, c'est pour ça qu'il faut le faire avant le mariage, préparation au mariage, traiter les héritages, traiter les problématiques, mais ça va toujours de l'intérieur à l'extérieur. Donc c'est mon propre cœur, mon couple, mes enfants. Donc quand on voit que c'est le chaos dans la famille, commence, si tu es la première à remarquer que c'est le chaos, parce que tu fais l'école des parents, puis tu dis, il y a peut-être autre chose. Ouais. Pour moi, c'est pas une fatalité de vivre le chaos dans une famille. Commence par traiter ton cœur. Guérison du cœur, délivrance, puis ça, c'est Ésaïe 61, c'est tout le ministère qu'on porte. Vous allez sur ésaïe61.fr, vous pouvez suivre le parcours thérapeutique pour vivre tout un parcours avec le manuel Ésaïe 61, ça va vous aider énormément. Là, on a une question sur comment prier pour la délivrance pour mon enfant. On a tous ces cursus qui sont gratuits, c'est vivre la délivrance. Alors, nous sommes de retour parmi vous. C'est la suite des questions et réponses. Et c'est la suite et la fin. Oui, la suite et la fin. La dernière fois. Aïe, aïe, aïe. Oh, wow. Donc, on va continuer. C'est la question numéro 4 qui nous demande « Comment gérez-vous les moments où les enfants vont jouer chez des amis ou quand ils vont à des anniversaires, quand vous n'avez plus le contrôle sur ce qui se passe ?» Qu'est-ce qu'on fait ? Out of control. Ouais. La traduction pour les Anglais. Est-ce que c'est le moment de tout abandonner, ce qu'on avait construit pendant 10 ans? Absolument pas. Hein. C'est à partir de quel âge qu'ils peuvent commencer à aller dormir? C'est pas un âge où tout d'un coup ils peuvent y aller. C'est que nous, on considère leur capacité à juger, leur capacité à dire non, leur capacité à dire j'ai besoin d'aide, leur capacité à fuir. Enfin, c'est toutes ces choses-là qu'on leur a appris pendant tant d'années. Mais il ne faut pas non plus être ignorant de ce qui se passe chez les autres ou pendant les anniversaires. Et c'est souvent là que se passent les agressions sexuelles, la découverte de la pornographie, enfin, toutes ces choses-là. Donc, il faut considérer, pas fermer les yeux, dire non, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais la question, c'est est-ce que mon enfant est capable de réagir, de dire non à ces choses auxquelles il va être confronté. Cette nuit, j'ai fait un bon truc. On avait 4 copains de William qui dormaient dans la cave. Donc, si tu dis ça, c'est que nous, on fait toujours le choix de prendre les gens chez nous. Ouais. Oui, on préfère que nos enfants... Sauf si on connaît bien la famille. Ou si on connaît bien déjà le copain. La famille, c'est plus rare, mais si on sait que c'est... Voilà, on a déjà des relations. Mais... Et puis, ils étaient dans la cave, ils avaient mis des matelas par terre. Et puis, je vais les voir avant d'aller me coucher. Et puis, ils jouaient à un jeu vidéo. Et puis, je leur dis, les gars, il n'y a pas de téléphone dans cette chambre. Hein. Vous dormez pas avec vos téléphones, vous les mettez en haut. Et puis... Comme on fait pour nos enfants. Pour William, pour William c'était normal. Et puis les 4, ils sont 3, ils étaient 3. Enfin, ils étaient 4 en tout. Mais... Et puis les 3 autres disent ah ouais, ok, il n'y a pas de souci. Et du coup, c'était. Et puis après, donc je leur ai dit ça. Et moi, je suis allé me coucher. Il y avait un de nos grands garçons qui était encore là. Puis je dis, Paul, tu vérifies que avant d'aller te coucher, qu'ils aient bien. Et puis ce matin, je me suis réveillé, je voyais tout leur téléphone, j'étais empilé, donc ils ont tout fait. Mais c'est cool parce que du coup, je ne sais pas si c'est normal pour ces enfants-là, mais c'est important parce que en fait, c'est notre maison, c'est nos règles, donc c'est nous qui donnons... Bon, ce n'était pas tout à fait la réponse à cette question-là, mais c'était un cas pratique aujourd'hui. Mais nous, c'est même arrivé, notre fils, il allait aux anniversaires. C'était, je crois, le fils, puis il est revenu. Et puis, nous, ils n'avaient pas le droit de regarder tous les films qu'ils voulaient. Donc, ils le savaient. Donc, ils sont arrivés chez leurs potes. Et puis, lui, il disait, moi, je ne peux pas regarder. Donc, il changeait. Il regardait autre chose. Ah ouais. Ça arrivait que ça a influencé dans l'autre sens. Oui, mais des fois, ils demandent avant.
Les parents, ils ont dit, on va regarder ça, et après, on dit, oui, mais alors ça va pas. Et après, ils changent. Alors, c'est aussi, ça peut changer à influencer le positif aussi. Et nous, on a fait beaucoup de scénarios avec nos enfants aussi. Comme tu as dit, on a joué des scénarios pour comment on va faire quand quelqu'un montre ça ou quand des mises en situation. Genre, tu joues un peu la situation et puis comme ça leur apprend à... Oui, ça donne aussi la sécurité, comment réagir, spécialement pour des enfants qui ne savent pas, ils sont un peu insécures, comme ça ils savent, ah, on a déjà fait ça, je me rappelle. Et... Exactement. Oui. Et puis en psychologie, c'est bien connu, c'est que quand tu joues une situation, et une fois que tu vas la revivre, et ben, ce sera plus facile pour toi de te positionner, même dans la réalité. Si tu la joues pour de faux, et ben, ça va t'aider à la rejouer dans la réalité. Donc c'est important de créer ces mises en situation avec les enfants, comme d'enseigner hors conflit. Ben, ça, c'est... enseigner dans la pratique avant qu'il y ait des choses comme ça. Puis une chose que Chamera, tu faisais bien, c'était parce que je sais que c'est moi qui ai dû payer pour ça. C'est-à-dire qu'elle disait il faut qu'ils se sentent bien à la maison. Donc je veux un trampoline. Enfin, je dis pas payer l'argent évidemment, mais c'est notre argent. Les autres mais j'ai dû payer parce qu'il faut que je construise des balançoires, il fallait construire ça. Et puis ça, c'est vrai que c'était l'alternative à dire on veut que notre maison, il y ait un côté sympathique. Mais qui attire les autres. Oui. Bah, maintenant, moi, je suis en train de construire un sauna. c'est increase. Mais ça, c'est vrai que ça fait quelque chose. Il y a une atmosphère qui est chez toi où les gens se sentent bien. Puis tu entends même des fois des histoires de jeunes adolescents qui disent j'aimais beaucoup aller dans cette famille parce que j'ai dans cette famille il y avait quelque chose de plus, blablabla. Il y a de la guérison. Les adultes qui disent ah je me souviens chez eux c'était vraiment je me sentais bien, ils ont fait ça et ça. Oui, quand tu as une famille en bonne santé, tu es un oasis pour les autres, c'est sûr. Et puis on doit apprendre à ouvrir. Nous on a 6 garçons, donc on pourrait se dire on en a assez, c'est bon, on va pas prendre ceux de l'extérieur, mais en fait, plus tu es nombreux, plus tu attires les gens autour. Donc, moi, je vous propose un truc, c'est qu'on ne fasse pas une demi-heure par question. Parce que la dernière fois, vous vous souvenez qu'on a réussi à faire 3 questions uniquement en 2 heures. C'est parce qu'on a été coupé. Ah, d'accord. On bouge. Ça. Mais c'est des questions importantes parce que ça répond à d'autres choses. On a trop de plaisir ensemble. On ne va pas arrêter la dernière fois. Arrêter. Mais les gens savent pourquoi on fait, qu'on a un biais différent. Parce que oui, c'est parce que ça a coupé, comme je viens de leur expliquer. Donc on a dû reprendre. Coupé, ça veut dire ça n'a pas marché. Ouais. Ça, c'est la technique. Le disque dur était rempli. Donc, on va essayer de ne pas le remplir de nouveau. Tu as raison. Donc, 5e question. Comment bien préparer l'aîné à l'arrivée d'une petite sœur avec 2 ans d'écart? Moi, je dis rien, comme ça va aller plus vite. Oui, parce que moi, j'aime toujours répondre à les questions un petit peu proactives. Et je me souviens, j'ai dit l'autre fois que d'avoir une structure, une routine déjà avant, ça aide beaucoup pour le premier, comme ça c'est pas tout qui change. Ils n'ont aucune sécurité après comme ça. Et nous on avait une routine de dormir, de jouer tout seul, de manger, c'était vraiment déjà fait comme ça. Et ça m'a aidé beaucoup avec le deuxième aussi, d'avoir le temps à l'été et tout aussi parce que j'ai fait structurer, alors ça t'aide aussi. Et quand le premier l'a joué, j'avais le temps avec le bébé ou faire n'importe quoi à la maison parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Alors ça, je dis, ça aide beaucoup déjà avoir une structure. C'est un peu l'allaitement rythmé, on va dire que moi aussi j'ai suivi, ce qui m'a permis d'avoir 6 garçons. Et qui dorment tous la nuit, enfin c'est vraiment l'aubaine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui la mentalité un petit peu ambiante, c'est il faut que je sois collée à mon enfant le jour, la nuit, même au milieu du couple. Et puis ça, c'est sûr qu'avec l'arrivée d'un autre enfant, qu'il soit un garçon ou une fille, ça va créer des problèmes. Nous on a dit non. Ça crée des problèmes dans le couple, parce que c'est vrai que l'enfant, s'il vient séparer le couple, c'est pas le bon plan.
Et puis, c'est sûr qu'à un moment donné, ben, il faut que l'enfant il se déconnecte de la femme et pour que le mari puisse retrouver sa femme aussi. Sa femme. Voilà, donc faut pas Qu'on puisse attendre 2 retrouver ans. Donc tout ce qui est codépendance va créer un problème à l'arrivée d'un autre enfant, mais ça va aussi créer un problème dans le couple. Oui. Mais moi j'aime bien ce que tu as dit, parce que tu as un peu rigolé en disant, nous aussi, on a profité de cet allaitement, mais c'est vrai qu'on a profité, parce qu'un truc, à cause de la structure de l'allaitement, je sais pas, tu en français, rythmé. Ben, par exemple, l'enfant avait dormi, l'enfant avait bu, moi je prenais le train avec le gamin, sans elle. Parce que je savais que j'avais 2 heures. Des fois même, elle venait au bureau à midi, t'imagines, les gens dans la banque disaient, c'est qui ce père? J'étais un peu le héros, parce qu'elle m'amenait le gamin dans une poussette, dans le maxi-cosy du style à midi, elle allait faire des courses, je sais pas quoi, faire quelque chose en ville. Puis moi, je faisais ma pause de midi avec le gamin à côté de moi qui avait mangé, et qui normalement dormait, ou je savais qu'il était tranquille. J'ai pris le train, puis tous les gens disaient, mais comment tu fais? Puis je leur expliquais, simplement parce qu'il est dans un rythme. Et puis, on est au début du rythme, donc il y a très peu de chances qu'il y ait quelque chose qui tourne mal. Donc ça m'a donné beaucoup de sécurité, de confiance. Et puis, même avec 2 ou 3. Mais oui, mais tu peux planifier ta vie. C'était ça l'histoire de pouvoir planifier et d'être dans la confiance. Je me souviens, Sandra, elle faisait ses études de psycho pendant ses 3 premiers enfants, 2 et demi, 3 premiers enfants. Et puis c'était, alors, en psycho, en tout cas à Lausanne, tu n'étais pas obligé de suivre tous les cours. Mais en présentiel, mais elle essayait de suivre un maximum. Mais c'était pendant la sieste des enfants, on était à 10-15 minutes de l'université, donc elle allait en voiture, elle revenait, il y avait des fois sa maman qui venait pendant... Ils voyaient à peine que je partais. Ils ne voyaient pas en fait les enfants. Parce qu'ils étaient tout bien rythmés. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que ça crée des choses... en fait, c'est paisible. C'est paisible. Enfin, tu peux. Après, là, c'était un peu stretchant parce qu'il fallait répondre aux besoins. Mais c'était possible. Enfin, ça a rendu quelque chose qui pourrait sembler impossible, qui était possible. Qui était possible. Avec cette méthode, si on peut dire que c'est une méthode, c'est en fait le début de l'éducation, à mon sens. Mais c'est ce qui te permet d'avoir 1, 2, 3 enfants. C'est ce qui te permet d'avoir un couple en bonne santé, de planifier, de pouvoir faire à manger quand ils dorment. De pouvoir aussi caler tous les enfants à la même sieste à un moment donné. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie, je sais pas comment dire. Je dis ça tout le temps aussi. Ben oui. Alors que le monde te dit non, il faut qu'il soit collé à toi tout le temps, puis en fait, ça t'épuise, même physiquement. Moi, j'avais des gros bébés. J'avais des gros bébés, je ne pouvais pas les porter non-stop. Mais il ne peut pas dire. Donc, ils sont lourds aussi. L'enfant, il n'en peut plus, il ne peut pas dire. Il est obligé. Donc, c'est vraiment des questions à considérer. Et puis, pour dire que si on est collé à un enfant, c'est sûr qu'on n'arrive même pas à s'imaginer en avoir un deuxième. Et si ça coince toute notre vie, si on ne peut plus faire ci, plus faire ça, plus faire ci, plus faire ça, on se dit, je vais en avoir un, point final. Donc, c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment la mentalité de ce monde qui, déjà, est tellement à l'encontre du fait d'avoir des enfants. Mais là, ça met un frein supplémentaire. Et c'est un choc pour le premier enfant. C'est normal, c'est que ça va être un choc. Si on en a tout le temps et après, c'est un deuxième enfant qui vient. Si c'est tout et puis après rien, c'est problématique. C'est sûr. Après ça, je voulais raconter une histoire, mais j'ai remarqué, je l'ai déjà racontée. Et puis, juste, je voulais m'excuser parce qu'à première vue, Chamira m'a dit que je répétais souvent les mêmes histoires. Comme ça, je l'ai dit à la télé. À première vue, on l'a répété. Elle a une bonne mémoire. Elle dit, certains d'entre nous... C'est pas grave. C'est pas grave. Enseigner, c'est l'art de répéter. Donc, vas-y. Donc, je vais répéter tout. Mais là, tu voulais raconter Non. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai pensé, j'ai déjà dit. Puis l'autre jour qu'on est parti, on m'a dit attention parce que tu répètes beaucoup. Il y a peut-être une autre question. Alors, il y a d'autres questions. Peut-être, on ne sait pas. Il y a plein de questions. Avez-vous des conseils pour faire dormir 2 jeunes enfants dans la même chambre? Quelles limites poser s'ils sont de sexes différents? Alors, nous, ça, on peut pas répondre. Sexe différent, oui. C'est juste sexe différent. Déjà... Non, mais je pense qu'on peut parler des deux. On peut parler de l'ensemble.
Nous, on avait une très petite maison avec des très petites chambres, du style, la chambre, elle était 3 mètres carrés. Puis on a fait... Ça s'appelle un placard. Tu sais, ils étaient les 3 dedans. Mais quand ils étaient petits, quand ils étaient tout petits, donc aucun problème, on a trouvé chou. Puis après, gentiment, au bout d'un moment, on a senti que c'était important de séparer le garçon des 2 filles. Donc les 2 filles sont restées ensemble. Mais aussi pour lui. C'était pour lui d'avoir un peu son monde à lui. C'est vrai que ça dépend de ce que tu as comme maison. Puis après, on s'est retrouvé à un certain moment où tout le monde avait sa chambre. Mais on a remarqué dans toutes ces décisions, il y avait une discussion avec les enfants qui était importante. Pas quand ils étaient tout petits. Non, pas quand ils étaient tout petits. C'était nous, on a pris la décision. Mais imaginons que tu as une toute petite maison, puis il y a comme cette idée de privacy, la zone, l'espace privé. L'espace privé. Puis ça, c'est vrai que si on peut, moi je trouve, nous on a trouvé que c'était important, en tout cas, que le garçon soit pas avec les filles au bout d'un moment. Après un temps, mais moi j'ai beaucoup aimé qu'ils étaient tous ensemble quand ils étaient très petits. Ça c'était un choix. Parce que eux, ils ont aussi appris qu'ils pouvaient dormir n'importe où, n'importe comment, si quelqu'un d'autre il est dans la chambre aussi. Et ça, je trouvais important pour juste l'habitude, que c'est pas l'enfant où c'est tout nuit, c'est tout calme, il peut juste dormir comme ça. Mais pour notre vie, c'était bien les amener dans une cellule de l'église aussi, et ils ont dormi là-bas aussi. Et on a continué le rythme, mais ça nous a pas empêché à rien faire d'autre, parce qu'ils ont quand même dormi. Mais c'est vrai qu'à l'adolescence, il commence à... Oui, mais c'était plus avant, c'était beaucoup plus avant. Tu dirais quoi à l'adolescence? Parce qu'il y a des gens, ils peuvent même pas, mais si tu peux, nous on pense que c'est important. Mais pour moi, cette question-là, elle est intéressante parce que il y a d'autres... je ne sais plus si on a déjà parlé de ça, mais ou on en parlera tout à l'heure, mais sur la question de la pudeur, c'est-à-dire, nous on disait, voilà, nos enfants, ils prennent pas la douche ensemble, en tout cas, et même leur nudité, elle est pas dévoilée, même qu'on n'a que des garçons, toutes ces choses-là. Oui. C'est pas parce que c'est des garçons qui peuvent être tous nus tous ensemble. Et ce qui fait que, le fait parce qu'ils ont été 4 dans une même chambre, ils ont jamais eu une chambre à eux tout seuls, donc ils étaient toujours au moins 2. Mais déjà, tous les codes de pudeur, c'est-à-dire quand tu te déshabilles, tu mets ton pyjama ou tu te changes, tu te mets derrière la porte de l'armoire ou tu trouves un endroit où puis des fois, puis c'est pas... Enfin, je veux dire, s'ils se voient, c'est pas grave. Mais ils signifient le fait qu'ils se mettent dans un coin, ils enlèvent leur truc, ils s'exposent pas. Et tout ça, déjà, ça structure en fait l'architecture d'une pièce. C'est-à-dire, c'est que cette pièce-là, je la partage, mais en fait, je dois la gérer. C'est-à-dire, je dois gérer mon espace. Et puis, effectivement, on a fait l'école à la maison aussi, où il y a les petits qui dormaient, les grands qui faisaient l'école juste en dessous. Donc, c'est les dynamiques de famille où, effectivement, il y a tout le temps du bruit. Il n'y a pas un moment où, genre, il n'y a plus de bruit, on ne peut plus rien faire. Genre, tes enfants, ils dorment, tu ne peux pas faire un gâteau, tu ne peux pas faire tourner le blender. Mais ça existe, les familles comme ça qui ne font plus rien quand les enfants dorment. Oui, mais c'est pas... Enfin, en tout cas, nous, ce n'était pas notre... Oui, nous non plus. Donc, ça veut dire que les enfants doivent continuer de vivre. Et puis, ça parle. Enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait la dimension de la pudeur, des règles, un petit peu, de cohabitation. Et puis, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est les rythmes. Mais quand les rythmes sont établis, les codes sont établis, après, ils peuvent être 12 dans la chambre. C'est pas grave, parce qu'ils savent qu'il y en a un qui se réveille parce qu'il a fini de faire la... Puis des fois, les petits ils font des longues siestes, les plus grands ils font des petites siestes. Tu vas chercher le grand. Puis... il faut considérer tout ça, c'est sûr. Alors des fois, c'est vrai que grand avec un très petit. Des fois, c'est moins facile parce que le petit s'endort, puis tout d'un coup, il se réveille parce que le grand... Bon. Alors, mais justement, mais pas des tout petits avec des tout grands. Mais il y a une intelligence dans comment tout à fait, mais après, il y a aussi... on n'a pas toujours l'opportunité d'avoir un grand nombre de pièces. Mais les principes de base, pour moi, c'est ceux de s'organiser dans le sens... Non, mais les principes de base, c'est de les établir depuis le début. En fait, c'est pas tout d'un coup, il y a quelque chose de nouveau. C'est des règles de pudeur qui sont hyper importantes aussi. Il n'y a pas de téléphone dans les chambres. L'ordinateur, il faut qu'il le consulte dans un lieu commun.
Ou après, il faut voir aussi quel âge ils ont quand ils travaillent dans leur chambre, parce que dans le lieu commun, tu peux pas avoir tous les enfants qui étudient. Mais en tout cas, le téléphone, ça c'est sûr que ça va pas dans les J'ai chambres. des questions. Est-ce qu'il joue dans sa chambre ou est-ce qu'il joue dans l'espace commun, dans le salon? Nous, on aimait qu'il y ait des temps où ils pouvaient être dans l'espace commun, mais on aimait qu'il y ait des temps où ils allaient dans leur chambre. La réalité, c'est qu'ils étaient comme très souvent dans l'espace commun. Mais aussi parce que c'était des petites chambres et puis c'était des chambres où il n'y avait pas beaucoup de place pour jouer. Mais, ça dépend les saisons. Hein. Ça dépend les saisons. En Normandie, ils avaient des petites chambres, mais ils avaient des tout petites après, ils avaient des grandes chambres. Ouais, mais le truc aussi, on avait fait un travail, comme tu dis, le travail des discussions, on faisait que ça devenait, comme tu dis, toi, l'école qui avait fait ces choses, cette structure plus discutée. Souvent, vous êtes les meilleurs amis. Par exemple, avec les filles qui ensemble, souvent on parle de ça, vous êtes les meilleurs amis, best sisters forever, on parle en anglais chez nous, mais il y avait quand même quelque chose qui se faisait en amont, où ils avaient une bonne relation. Puis par exemple, maintenant, c'est rigolo, 19 ans et 16 ans, on risque de déménager bientôt. Je leur avais demandé si vous étiez dans la même chambre par hasard, ça vous embêterait. Elles ont dit non. Mais c'est vrai qu'il y a un travail d'amont qui a été fait, qui est énorme. Mais bon. Oui, c'est ça. Ben, il faut créer cet esprit de famille. Et puis en même temps, être sensible que la pudeur, ça joue un grand rôle. Puis c'est vrai que des frères et sœurs, ils ne voient pas leur différence trop quand ils sont plus petits, mais à la puberté, il faut respecter ça. Il y a un temps où c'est bien de les séparer, c'est sûr. Mais après, c'est une question, c'est toujours plus important la relation que la méthode. Oui. Voilà. Si on dit à 16 ans, c'est le dernier. Tu vois, à 16 ans, c'est fini. À 14 ans, c'est fini. Non, ça dépend. Donc, une autre question. Faut-il parler du diable aux enfants? Si oui, comment et à partir de quel âge? Donc, on disait la dernière fois, quand on avait déjà tout filmé la réponse des questions, que dès que tu parles de Jésus, tu dois parler du diable, en fait. C'est parce que Jésus, il est venu nous sauver, mais nous sauver de quoi? Et puis après, c'est comment tu parles de Jésus en comparaison à est-ce que tu parles du diable? Est-ce que tu magnifies le diable et puis s'il est gros comme ça, puis Jésus il est petit comme ça, ou est-ce que Jésus est grand comme ça, puis tu le décris à tes enfants comme le vainqueur, celui qui a écrasé Satan sous ses pieds, celui qui est venu détruire les œuvres du diable, et qui est venu éradiquer le mensonge parce que lui, il est la vérité. Enfin, tout est une question de comment tu présentes les choses. Mais bien sûr qu'il faut parler du diable. C'est le monde qui ne croit pas au diable. Mais nous, les chrétiens, on n'est pas chrétiens si on ne croit pas au diable. Moi, je dirais encore, enfin pas plus, mais dans le sens, oui, bien sûr, il faut parler de Jésus. Oui, bien sûr, il faut parler du diable. Mais quand on parle de ce que Jésus a fait au diable, en réalité, c'est l'œuvre de la croix, donc c'est de l'évangélisation, c'est d'annoncer l'évangile. Puis l'évangile, c'est aussi qu'il a vaincu les puissances, qu'il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie. Et puis, toutes ces choses-là, si on fait que en parler, mais on ne voit jamais la mise en pratique dans la maison, ça amène finalement de l'incrédulité. Donc, moi, je trouve que... Parce que des fois, on comprend que les enfants, ils ont un catéchisme, c'est-à-dire ils connaissent les histoires, mais ils n'ont pas une vie spirituelle. Et ça, pour moi, je pense que c'est important. Bon, ça semble une banalité, ce que je dis. Spirituelle, mais... Pardon ? C'est pas la responsabilité des enfants d'avoir une vie spirituelle. C'est la responsabilité parce que ça doit se vivre en famille. Oui, c'est ça. De les mettre dans un contexte. C'est ça. Qu'ils puissent voir que les maladies sont guéries, que les esprits mauvais sont chassés, que la prière fait la différence, toutes ces choses-là. Ces choses-là, c'est les œuvres, notamment de la chute, mais dont le diable se sert. Donc c'est sûr que si un évangile où le diable est absent, c'est comme si on ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc oui. Mais vous êtes d'accord? Oui. Intelligemment. Intelligemment. Naturellement, Et puis, je veux dire, on est entouré de choses du diable, donc forcément, les enfants, ils y sont confrontés à toutes les séries, toutes ces choses-là. Donc, on est obligé de dénoncer, de dire, tu vois, ça, ce que tu laisses rentrer dans tes yeux, dans tes oreilles, ça va t'affecter. Donc, il faut que tu te protèges de ça.
Et ils comprennent depuis tout petit. Oui. Enfin, pour moi, il n'y a quasiment pas sûr. Enfin, je dirais, il n'y a pas d'âge. Il y a juste une façon adaptée de le dire ou de l'expérimenter. Mais... Oui, puis il faut être... C'est vrai que nous, au début, on avait tous les DVD, parce qu'on se battait pour avoir des trucs chrétiens. On avait tous les DVD de la Bible. Et puis on se dit, ah, c'est génial pour les enfants et tout. Mais c'est des histoires assez intenses. Donc des fois, c'est un peu des films d'horreur. Et donc tu es sage, tu leur montres pas tout parce que c'est la Bible. Ouais. Bon, nous, on n'a pas été sages pour le coup. Non, mais tu peux dire oui, hein. Ben, non. Bah, les histoires de Jézabel et tout ça, je me souviens, ils sont traumatisés encore, nos enfants. Ben, c'est bien. Ils ont des histoires qui restent... mais en attendant, enfin, ils ne sont pas du tout traumatisés. Mais par contre, c'est rigolo parce que même maintenant, ensemble, ils ressortent des répliques d'histoires qu'ils ont entendues dans ces DVD, quoi. Comme quoi, c'est hyper important. Toutes les comptines, les chansons, les... Vous avez les VeggieTales. On avait les VeggieTales. Ça, c'était comme un show. Ça, c'est énorme. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, ça, c'était très bien. Donc, il faut encore savoir ce qui existe sur le marché. Et puis, bien choisir. Il y a des bonnes choses. Il n'y a plus de DVD, mais il y a beaucoup sur YouTube. Oui. Il y a sur YouTube. Donc, magnifique. On continue. Comment prier pour la délivrance d'un enfant sans lui faire peur? Faut-il le faire en sa présence ou à distance? Donc là, en fait, on va résumer la réponse de cette question en vous annonçant qu'on a sur esaïe61.fr plusieurs enseignements. C'est des matinées de délivrance avec les enfants qu'on offrait pour les familles. Et puis, on a filmé ça et c'est gratuit sur cette plateforme, ce site. Et ça s'appelle Délivrance avec les enfants. Donc là, on explique tout. Pourquoi la délivrance, comment prier pour son enfant, comment prier à quel âge. Et puis, on a plusieurs sessions. Donc là, vous allez être super informés parce qu'en une phrase, c'est difficile de répondre à tout ça. Mais comme ça, on peut vous équiper, en tout cas. Parce qu'un parent équipé pour prier pour son enfant, eh ben, c'est fantastique. Il en vaut deux. Ouais. Pourquoi les enfants semblent parfois plus attaqués spirituellement lors de la conversion des parents et comment accompagner les familles dans ces situations? Alors, personne. Non, mais c'est une vraie question. Parce que c'est comme quand les gens chez nous, ils se font baptiser et puis après ils vivent toutes sortes d'aventures, on va dire, ou quand tu es baptisé du Saint-Esprit, puis après, tu as plein de problèmes qui reviennent alors qu'avant, tu n'en avais pas. En fait, c'est juste une confrontation de puissance. Quand tu commences à rentrer dans le royaume de lumière, parce que ça se fait, on va dire, progressivement, tu gagnes du terrain, et puis l'ennemi perd du terrain. Au fur et à mesure que tu en gagnes, l'ennemi il en perd, mais il ne se laisse pas voler comme ça. Enfin, il ne perd pas du terrain sans réagir, l'ennemi. Donc souvent il y a des réactions et des choses comme ça. Donc il faut surtout pas se dire ah ben non on va plus parler de Dieu, ah ben non on va plus prier parce que sinon il y a des problèmes. Surtout pas. Il faut redoubler de prière et il faut redoubler faut resserrer les rangs et prier ensemble par rapport à ça pour passer le cap. Et puis il faut aussi bien sûr enlever tous les droits que l'ennemi peut avoir. En brisant les malédictions et puis toutes ces choses-là, on en a parlé. Traiter les héritages dans nos familles, ça c'est extrêmement important pour que nos enfants ils soient au bénéfice de la conversion des parents. Mais il ne faut pas avoir peur quand il y a des attaques ou des oppositions, puis en se disant « Ah, on lâche tout parce qu'on ne veut pas de problème. » Puis des fois, ce n'est pas forcément non plus... Là, je trouvais c'est intéressant, elle disait à la conversion, mais tu vois aussi ça tout au long de ta vie de famille. Nous, on s'est convertis bien avant que les enfants arrivent. Donc, on était déjà convertis. Mais tu vois, par exemple, notre enfant, là, il fait une école de disciples dans un pays. Et à première vue, il y a quand même eu des attaques sur lui. Donc, ça arrive aussi plus tard. Oui, bien sûr. Oui, ça vient la foi vraiment vivante. Comme on a dit avant, que si on devrait parler le diable, ça, on ne peut pas, comme tu dis, juste lâcher, mais après prier encore plus, et ça montre à toute la famille que Jésus, il est vraiment là, il est le vainqueur.
Exactement. Et oui, c'est Oui, une puis opportunité à voir ça. c'est une opportunité Mhm. de prier ensemble, de Mhm. prier en Mhm. famille, puis d'avoir la percée en Oui, famille, parce oui, qu'on est fort unis, en oui. fait. Mhm. Là où il y a besoin de percer, c'est ce qu'on disait depuis Mhm. quelques années, c'est là qu'on voit les miracles. Mhm. Exact. Donc, Et inclure tout le monde, toute la famille, aussi les Mhm. enfants, et pas avoir peur que oui, ils vont pas comprendre ou je sais pas quoi. Oui. C'est vraiment, ils vont rappeler ça toute leur Exactement. vie. Puis leur parler sans arrêt de la bonté de Dieu. Mhm. Dieu est bon, il est Ouais. bon en Mhm. toutes circonstances. Mhm. Parce que l'ennemi, il aime bien nous faire croire que le méchant, c'est Dieu, Mhm. alors que c'est lui. Mhm. Il veut faire porter le chapeau à Dieu, comme ça on est séparé de Dieu et donc on n'a plus personne avec nous. Oui. Mais ça, c'est une stratégie récurrente. Donc toujours se rappeler dans les combats spirituels qu'on va vivre encore et Mhm. encore, Mhm. que Dieu est bon, qu'il Yes. nous aime et qu'il va tout tourner pour sa gloire si on lui remet entre ses mains. Mhm. Ouais. Amen. Voilà. Ouais. Donc, alors, la numéro 10, on avance quand même. Hein. Oh, ça va vite, Wow. c'est bien. Yeah. C'est Si tout le le monde. hard drive, ça marche. Ouais, on a toujours peur que ça coupe, mais tout va bien. Bon, c'est le seul pépin qu'on a eu. Oui, non, oui, c'était c'est cool. Mhm. Mhm. Bon. Ma fille de 5 ans touche souvent ses parties intimes à cause de sensations désagréables. Aucune cause médicale apparente. Est-ce que ça peut être spirituel et que devons-nous faire en tant que parents croyants? Donc ça, c'est une question qui nous est posée souvent avec un gros malaise en fait, parce que les parents, ils n'osent pas trop parler de ces choses-là. Mais c'est important qu'on puisse y répondre aujourd'hui, parce qu'on doit être sensible. Et puis on l'a déjà dit, hein, il me semble, dans des sessions, on dit posez quand même régulièrement la question à vos enfants, est-ce que tu as été témoin de quelque chose qui t'a choqué? Sache que tu peux tout me dire, je suis toujours là pour t'aider, je veux pas m'énerver parce que toi, tu es plus importante que les problèmes. Enfin, tu vois, de reposer un peu le cadre. Et, mais c'est sûr que tout ce qui est masturbation chez les enfants, c'est pas normal. C'est pas parce que le monde va dire c'est normal, bah oui, ils découvrent leur corps. Enfin, ben, ils découvrent leur corps déjà. Pourquoi est-ce qu'ils ont été exposés à des choses visuellement qui les ont perturbés? Est-ce qu'ils ont été agressés par des pères et ça les perturbe? Et, ou par un adulte et ça les perturbe? Mais en général, quand il y a de la masturbation chez les enfants et de manière récurrente, c'est souvent parce qu'il y a eu une forme d'agression. Donc ça, il faut considérer ça, parce que quand il y a l'agression, ben, l'ennemi il prend des droits, et puis il y a l'impureté sexuelle qui rentre. Une fois que l'impureté sexuelle elle rentre par cette porte, donc c'est pas du tout la faute de l'enfant, hein, mais l'ennemi se sert de tout moment de vulnérabilité. Et une fois qu'il y a cet esprit d'impureté sexuelle, et ben, ça va activer l'enfant là-dedans. Donc sur lui-même, mais aussi sur les autres. Donc il faut être vraiment sensible à ça, aussi aller voir régulièrement les enfants qui jouent seuls dans la chambre, aller, quand on n'entend plus les enfants pendant longtemps, même dans des fêtes de famille ou des choses comme ça, aller voir ce qui se passe, être sensible au Saint-Esprit, parce que ça se passe toujours comme ça en fait, dans l'air. Et le problème, c'est que ça devient comme une épidémie, c'est-à-dire un enfant, il peut être victime de ça. Et ça peut être des petites choses, des jeux d'enfants, hein, mais c'est comme ça que ça se transfère. Et puis après, ben, il va vouloir expérimenter chez l'autre, parce qu'un enfant, il vit un truc où il regarde, il est confronté à de la pornographie, et automatiquement, il va essayer de refaire ce qu'il a vu, même des fois pour exorciser le truc, c'est-à-dire le sortir de lui-même. Enfin, c'est comme ça que ça se passe avec les enfants, donc il faut être conscient que c'est partout autour de nous, parce qu'il n'y a plus de frontières, parce que les toilettes dans les maternelles, c'est ouvert à tous, donc ça se passe souvent entre les pauvres enfants qui sont livrés ensemble à eux-mêmes, souvent sans les adultes. Donc en tant que parent, il faut être hyper sensible, pouvoir discuter avec ses enfants et leur dire, bah, écoute, oui, le corps, il est fait comme ça pour vivre des sensations, mais tu dois vivre ces choses-là une fois que tu seras adulte. C'est réservé pour une fois que tu seras marié avec ton mari, avec ta femme.
Donc, avant, si ça se passe, il faut peut-être qu'on puisse prier pour toi, avec toi. C'est pas un moyen de se rassurer. Si tu as besoin d'être rassuré, tu peux venir vers maman. Et puis tu peux lui dire ce qui se passe. Ou tu peux prendre ton doudou. Mais c'est pas le bon moyen de te rassurer. Enfin, il faut poser des mots sur tout ce qui se passe là. Et il faut être guéri soi-même. Parce que souvent, quand ça arrive chez ta fille, c'est que ça t'est arrivé chez toi. Ou alors c'est dans l'héritage ou chez ton mari. Et donc, c'est déjà dans les héritages si ça arrive sur tes enfants. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important de traiter les héritages. Puis, en général, tout ce qui est agression sexuelle, c'est des gros trucs. C'est des hôtels. Donc, Mais là, dans ce que je trouve intéressant dans cette question-là, c'est que, bon, on ne parle pas vraiment de masturbation. On dit, voilà, ma fille a des... bon, là, c'est des sensations. Là, j'ai posé le cadre. Oui, mais je trouve bien parce que la réalité, c'est que se caresser ou se gratter ou je ne sais quoi, les parties génitales, c'est pas comme se gratter le nez. C'est-à-dire, il y a aussi la géographie du corps. Je pense que c'est important d'enseigner les enfants que les parties intimes, c'est des parties intimes, elles ont un rôle, elles ont un objectif, et elles sont différentes du reste du corps. Et ça, pour moi, c'est déjà tout un enseignement, dans le sens, sans forcément le prendre à parté une fois, puis lui parler en cadenas, lui dire les 4 vérités, c'est pas ça. Mais c'est tout au long. Hyper doux. Oui, et c'est tout, c'est tout au long de la vie avec nos enfants, où on saisit des occasions pour pouvoir parler de ça, puis de jalonner en fait les réalités du corps. Et c'est sûr que se gratter le nez, ça fait pas le même effet que de se gratter, de se toucher les... Mais là, il parle de sensations désagréables, mais c'est vrai que c'est souvent, et puis comme c'est précisé, aucune cause médicale, ben c'est souvent un signe, parce que le corps parle. Si toi, tu parles pas avec ta bouche, ton corps, il va s'exprimer. Donc, aussi toutes les douleurs ou toutes les sensations, surtout dans les parties intimes, ça devrait nous faire, ça devrait nous interpeller. Oui, puis les jeux de s'introduire des trucs dans ici ou là, enfin, il y a une sorte de curiosité qu'on pourrait dire malsaine, c'est-à-dire elle ne vient pas comme ça, c'est-à-dire il y a la découverte, mais après il y a aussi, comme tu dis, le mimétisme, c'est-à-dire ils entendent des choses, ils voient des choses. C'est des esprits, il faut dire aussi, il faut dénoncer la après chose. c'est aussi l'ambiance spirituelle dans laquelle on évolue. C'est sûr que si le papa, derrière la porte de son bureau, consulte du porno H24, il y a bien des chances que le garçon ou la fille dans sa chambre, qu'il ait 3, 4 ou enfin peu importe l'âge, qu'il soit impacté par ce qui se passe dans la maison. Oui, c'est sûr. Enfin, des fois, c'est très spirituel pour dire. C'est sûr que l'ennemi utilise ses droits. Mais c'est pour ça que j'aime bien, elle demande est-ce que ça peut être spirituel. Nous, on aimerait dire, c'est toujours... Enfin, il faut... Comme chrétien, c'est notre force qu'il faut, il faut imaginer que c'est spirituel. Il faut toujours considérer que c'est ça. Tu vois, je dis... Parce que des fois, on ne le considère pas parce qu'on est... on va chez le docteur, donc j'ai ça, enfin tout. Et puis, en fin de compte, on passe à côté d'une délivrance ou d'une guérison qui peut-être qui va venir d'un côté spirituel. Donc ça, c'est quand même le truc qu'on a toujours appris à nos enfants. Chez Mère fait ça très bien. S'ils se font mal, s'ils ont... Enfin, c'est pas juste... Va changer d'air, va faire une marche. Mais c'est clair, faire une marche, changer d'air, ça fait du bien. Mais aussi, on va prier pour ça. Dieu va amener la paix. Enfin, tu vois, il faut profiter de ce qu'on a, c'est vrai, dans tout. Oui, c'est sûr. C'est difficile de considérer que des fois, la question des malédictions, elle fait réagir. Enfin, des fois, elle toujours. Fait peur. Elle fait peur, elle fait réagir. Puis on se dit, mais c'est pas juste. C'est ce qu'ont fait mes parents, ça ne devrait pas m'affecter. Et puis, mais c'est des lois spirituelles en fait en cours. Et c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. C'est pas juste pour notre salut, c'est pour notre guérison physique et c'est aussi pour briser les malédictions. Donc c'est une bonne nouvelle de pouvoir s'en emparer. Puis c'est une façon, un des dons, c'est le discernement des esprits. C'est-à-dire, moi je trouve que Sandra, plus spécifiquement, peut-être parce qu'elle est plus sensible ou qu'elle met son focus là-dessus, moi je le discerne, mais plus pour des choses qui sont un peu hors de la maison, enfin sur d'autres mandats.
Mais c'est vrai que toi, des fois, typiquement, dans une histoire comme ça, toi, tu serais assez enclin à faire le lien en disant « Ah, mais attends, je me souviens d'une situation, et puis tu arrives à créer du lien avec une autre situation, où moi, des fois, je suis là, attends. » Et puis, mais c'est vrai, quand on se pose, juste le fait d'en parler, d'éveiller notre esprit à ça, et puis, on pourrait dire, oh ben non, et puis passer à côté, mais on peut aussi dire, ah ben peut-être que oui, et puis de se poser, prier, briser les choses qu'il y a brisées dans le nom de Jésus, si le cas échéant. Mais c'est vrai que d'être attentif en fait, c'est Dieu qui nous donne des signaux. Moi, ce que tu disais tout à l'heure, c'est d'être sensible à ce qui se passe, parce que c'est toujours une occasion de grandir, finalement. C'est ce que tu disais un peu. C'est toujours une occasion de glorifier Dieu, c'est toujours une occasion de... puis c'est notre école, on n'a qu'une vie, one life. Puis tu disais avant, c'est le style de vie qui commence en fait là. Ouais, c'est ça. En fin de compte. Ça, je dis. Oui. Ouais. Et puis, c'est important de comprendre que le monde spirituel, il est hyper logique. Moi, je suis matheuse depuis ma plus tendre enfance, mais j'aime pas les maths en particulier, mais j'aime la logique. Et le monde spirituel, il a toujours du sens. Il y a du bon sens avec Dieu. Et puis, il y a toujours des racines aux problèmes. Il y a toujours des explications. En fait, même quand moi, c'est souvent comme ça quand je vois des femmes qui viennent vers moi et qui me disent moi, j'ai fait cette fausse couche, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne veut pas me donner un enfant. Je lui dis, c'est pas Dieu qui ne veut pas te donner un enfant, c'est parce qu'il y a un joug dans ton héritage de mort. Et puis, il y a certainement une raison pour laquelle ça se passe comme ça. L'ennemi, il a un droit. Et c'est toujours le cas. En fait, quand on sombre dans les profondeurs, ah oui, ma grand-mère, et puis c'est beau parce qu'on brise la malédiction, puis après je reçois des messages ou des photos de bébés qui sont nés. Enfin, il y a des milliers de témoignages sur ce sujet, mais il y a toujours une bonne raison. Et puis des fois, il y a des gens qui viennent vers moi en disant « Mais j'ai déjà brisé cette malédiction, comment ça se fait que ça recommence ?» Des fois, il y a des grosses choses, et les agressions sexuelles, c'est un gros truc, c'est pour ça que je disais, c'est un autel. Et quand on est placé sur un autel, il faut s'y mettre des fois plusieurs en famille pour en sortir, ou avec de l'aide des amis qui prient avec nous. Enfin, des fois, c'est plus intense que d'autres fois. Ça dépend dans quoi nos ancêtres ont trempé. Mais il ne faut pas se décourager et persévérer parce que Jésus, il délivre. Quoi. Mais ça me fait penser, Chamira, au début, ça m'énervait des fois, on va dans un hôtel, puis c'est pas qu'elle avait de l'huile, mais maintenant, des fois, maintenant tu serais le style à prendre de l'huile. Mais avant, elle priait pour les chambres d'hôtel. Ouais. C'est bien. Mais maintenant, je comprends. Ça, même si, parce que je veux dire, c'est que j'ai pris ça un peu pragmatique. Pourquoi pas? Tu sais pas. Oui, tu sais pas ce qui s'est passé dans la chambre d'hôtel avant. Déjà, il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. En fait, tu veux pas savoir. Tu veux pas savoir. Ouais, tu veux pas savoir. Ouais. Mais donc ça, c'est devenu quelque chose qu'on fait. Enfin, c'est en général plutôt toi qui fais. Mais moi, j'ai accepté, parce que je me suis dit, mais franchement, pourquoi pas? Pragmatiquement parlant. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de choses. En tout cas, moi, comme homme, je ne venais pas d'un milieu qui pensait à tout ça. Mais c'est très masculin. C'est aussi très masculin. C'est l'homme, il est plus terre à terre, et puis nous, les femmes, on est plus spirituelles. Mais c'est pour ça qu'on a besoin. Nous, on vient de la terre, et vous venez de nous. Mais c'est pour la Genèse, quand même. C'est pour ça que l'homme, il a besoin d'une femme. Exactement. Et c'est pour ça que la femme, comme elle est plus spirituelle, souvent, elle a besoin d'être plus protégée, donc elle a besoin de son homme. Wow. Donc c'est pas qu'elle est plus spirituelle, c'est qu'elle est sensible. Oui, mais du coup elle est plus spirituelle, mais elle peut passer elle est pas dans plus le spirituelle. Elle est sensible, ce qui lui donne. Je préfère sensible. Ouais, c'est ça. Non, parce on qu'on est très spirituel. Non, mais on est tous spirituels. Mais oui. Enfin, mais sensible. Elle est spirituellement sensible aux choses de l'esprit, si tu préfères. Plus spirituellement sensible. Ouais. Vous êtes un peu comme Dr Maboul. Dès que tu essaies de sortir un truc... Mais c'est un vieux jeu, je suis pas sûr. Ah, Dr Maboul, il n'y a plus personne qui connaît. Parce que non plus. Vous ne connaissez pas? Non. Le truc, le bonhomme là où tu dois... Ah oui, et puis ça fait des trucs électriques quand tu touches... Si tu touches le bord... Mais oui, Dr Maboul, bien sûr. Enfin bref, donc on a besoin les uns des autres. On peut t'appeler Dr Maboul. Et même pour l'éducation, c'est hyper important parce que nous, les femmes, on va voir certaines choses et les hommes d'autres. Donc c'est pour ça qu'on doit bien communier ensemble
pour être des bons parents. Mhm. Parce que l'homme et la femme, ensemble, représentent Dieu. Mhm. Alors, c'est tout un job. Là, on a Ouais. fait une bonne question, là. Ouais. Donc, comment gérer fait du les temps. conflits entre garçons? Jusqu'où intervenir avant qu'ils s'entretuent, si possible. Et comment Si possible. poser des limites claires quand on ne veut pas de violence à la maison, malgré leur tendance à se battre? Entre garçons, hein. Ah oui. Ah Nous, bah, on peut c'est répondre ça. largement à ces questions. S'ils Comme se un battent, raciste. s'ils se battent parce qu'ils ont de la haine l'un envers l'autre, Mais tu le vois tout de suite. c'est-à-dire que la bagarre, ils peuvent se battre, mais ça doit être un jeu. Ouais, ça doit rester un jeu. Quand ils se battent, c'est parce qu'ils jouent au cow-boy, je sais pas, Ils je sais se pas battent. quoi. Les garçons se battent de Mhm. manière se battent. générale. Mais s'il y a de la haine et ils veulent exprimer leur haine puis en découdre en se Ouais. battant, Si tu sens là il faut Si- arrêter tout de suite, tout de suite. Enfin, il y a Mhm. même pas, c'est même pas un c'est sujet. même pas un Nous, sujet. ils se sont jamais battus. Hein. Non, mais je veux dire. Mais tu le sens viens quand- de quand dire, ça ils se monte. battent Oui, tout ça de suite. change. Par contre, quand ça monte, C'est ça ou Yeah. ça. Mais Mais- tu sens oui. tout de suite. Tu sens tout de suite. Mais Mhm. tu ne laisses jamais non. de violence, ah oui, oui, ni d'insultes, Mhm. ni Ouais, c'est ça. de. Mhm. moi je dis pas qu'ils se sont vulgarité. jamais battus, mais ils ont essayé de se battre. Par contre, ça n'a Là, pas duré longtemps. Moi. Je veux dire, là, tu interviens tout de suite. Ouais. C'est aussi Et pour puis, ça qu'il faut être là. Mhm. il faut être là. Présent. Si tu Ouais. laisses tes enfants livrés à eux-mêmes entre frères, c'est Ah. pas le bon plan, Non. ça c'est sûr. Il faut les juges à la maison Mhm. qui établissent les lois. Et puis aussi, si tu traites pas cette affaire quand ils sont petits, Yeah. quand ils sont grands, Mhm. ils peuvent s'entretuer littéralement. Mhm. Ah, mais oui. Donc, Mhm. tu fais pas. Et C'est puis, toi qui es responsable de l'atmosphère dans ta maison. Ouais. Et même en tant que mère, moi, mes enfants, je les reprends, hein, même s'ils ont Mhm. 2 têtes de plus que moi. C'est-à-dire, ton autorité, tu dois continuer à l'exercer. C'est pas Mhm. parce qu'ils sont plus grands que Mhm. toi que tout d'un coup, tu es soumis à eux. Ça, Mhm. jamais de la vie. C'est-à-dire que si tu l'as pas fait quand ils sont petits, Ça, c'est plus difficile, hein, ça c'est va être beaucoup plus difficile, hein, parce difficile, que ouais. quand ils font 2 têtes, Mhm. tu vas dire non, puis il va Mhm. dire quoi, t'as un problème. Oui, c'est sûr. puis je Donc, sais pas quoi. l'honneur, Mhm. mais si tu laisses la violence et de la vulgarité, des insultes venir dans la maison, l'ennemi il se frotte les mains. Quoi. Mhm. Et il va détruire la famille, c'est sûr. Mhm. Donc tu es le gardien avec ton mari. Donc le mari, c'est celui qui est le plus responsable que toi. Ah. Ça, c'est sûr. Ouais. Parce qu'il Ok, montre- alors t'es un peu plus spirituel. Ça va maintenant. Il montre le modèle. Aussi Ouais, dans la c'est ça. façon dont il traite sa Ça, femme. c'est Yeah. le- on a une grosse pression. Hein. Ouais. Dans la manière dont il traite. Parce que si lui Ouais. est violent, c'est sûr que les enfants, ils vont se donner le droit Mhm. d'être Mhm. violents. Mhm. Donc ça coule des parents sur les enfants. Mhm. Mais il y a des parents qui se disent, bon, c'est des garçons, ils se battent. Oui, mais de quel type, c'est quoi Mhm. la limite? Yeah. Moi, Tu la j'aime, sens moi, tout de j'aime suite. quand ils sont. Encore maintenant, hein, des fois, ils sont dans le salon, ils se battent, ils font de la lutte, ou ils se prennent, ils se font des clés de bras, des trucs. Mais c'est toujours parce qu'ils s'aiment. Enfin, ils jouent. Mhm. Ouais, Ils mais jouent, tu dois ils- veiller quand même. ils se- Moi, j'aime pas quand ils se battent. Ouais, trop. toi, t'aimes pas. Parce que là, maintenant, c'est assez viril, hein, les gars, quand ils. quand ils se font des. Mais ils ont besoin de mesurer leur puissance, ils ont besoin de mesurer Ils ont leur besoin force, de ils ont le faire besoin. devant nous. Mhm. Ah, Oui, c'est c'est ça. ça. Ah mais oui, 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 et ça puis, aussi. ouais. Et puis, alors maintenant, moi, je fais plus. Parce que. Ah, tu vas joues te plus déboîter. avec. Tu vas te déboîter l'épaule. Ouais, Voilà, je suis trop fragile, je crois. Mais toi, tu dirais quoi pratiquement qu'on avait fait avec nos enfants? Nous, on n'a pas eu ça parce qu'on n'a pas 2 garçons déjà. Mais et les ils filles, elles passent se pas battent. comme ça du tout. Non, non, non. Nous, comme on a aussi dit, c'est vraiment, nous, on enseigne à nos enfants la résolution des conflits Oui. parce qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls, ils ne savent Mhm. pas comment faire. Oui. Alors, commencer très tôt avec tout ça et rester à côté d'eux et pas juste dire, ah, mais ils vont faire tout seuls. Oui. Parce qu'ils ne vont pas faire. C'est toujours le plus fort qui gagne. Mhm. Et ça, c'est pas ce qu'on va apprendre à nos enfants dans notre maison. Mhm. Alors, ça demande vraiment d'être présent. Mhm. Vraiment Oui, être... et d'aller jusqu'au oui. bout Mhm. et de Mhm. ne pas abandonner Ouais. sur le chemin. Oui. Et puis des fois, tu te dis, bon, c'est pas possible. Alors, toi, qu'est-ce que tu as fait? Toi, qu'est-ce que tu as fait? Mhm. Toi, demande pardon à ton Mhm. frère. Demande pardon à ton Mhm. frère. Réconciliez-vous. Oui. Des fois, il faut attendre un petit peu du temps. Mais c'est vrai que c'est aux parents d'enseigner Oui.
demander pardon et pardonner, ça c'est le quotidien des frères et sœurs. Et ça ne va pas se résoudre tout seul miraculeusement. Parce que beaucoup de parents, ils croient ça, ils espèrent ça. Et pour ne pas faire quelque chose ou penser que ça va se faire. Juste seul, comme non. Ça, oui. Ça se fait pas tout seul. Non. C'est sûr. Normalement, presque rien. Ça se fait tout seul. C'est pour ça que les parents, ils ont besoin de passer du temps avec leurs enfants. Oui. On ne peut pas les caser à l'école, les caser à la préscolaire, les caser au centre aéré. Sinon, tous ces temps-là d'éducation fondamentale, ça n'a pas lieu. Ouais. Ça n'a pas lieu. Ouais. Donc, sacré job. Oui. Et presque dernière question. Faites-vous des prières spéciales pour vos enfants le matin au réveil et le soir avant d'aller se coucher? Oui, je me rappelle, on avait trouvé intéressant cette question. Il y a les prières spéciales. Moi, dès que j'entends prière spéciale, ça me fait je trouve un peu bizarre. Je le comprends un peu comme un truc religieux. Un truc un peu magique. Un peu magique. Et puis nous, moi je veux dire, en tant que famille, on fait des prières. Pour moi, les prières spéciales, c'est les prières avant le repas, avant d'aller au lit. C'est plutôt les prières simples. Rituelles. Puis je trouve que les prières rituelles sont importantes. Comme nous, on apprend à lire notre Bible. Des fois, c'est un peu rituel. Chaque matin, pour moi, c'est important de lire la Bible. Mais c'est un peu rituel. Mais c'est bon. Mais je crois, franchement, c'est important d'avoir aussi, de vivre la prière d'une façon vraie. Parce que le problème, quand j'entends ça, parce qu'elle parle de matin, midi et soir, ça me fait penser plutôt à ces prières qu'on fait comme ça, qui sont bien, comme je dis, mais sinon, tu dois vraiment le vivre. Et puis nous, c'était important dès le début. On en avait parlé, je crois, le dernier Zoom qu'on a fait, mais tu pries pour les frères et sœurs, mais les enfants à l'école, qu'il y a un problème. On va prier pour sa famille, on va prier pour le teacher, pour la maîtresse. Il y a peut-être tu t'es fait mal quelque part. On va prier. Donc il y a vraiment quelque chose qui, pour nous, c'était super important, que ça vit beaucoup plus que juste ces espèces de cases qu'on fait, qui sont bien. Parce que par exemple, dans ma famille, mes parents me disaient même, ils priaient pour moi. Ce qui est chou. Mais j'ai jamais, enfin, j'imagine, c'est rentré quelque part. Mais il n'y a eu aucune, comment dire, ça m'a... Ils me disaient, on prie pour toi. Ils ne priaient pas avec toi. Non. Donc si tu veux, c'était chou. Différent. C'était chou, mais il n'y a pas de, comment dire, virkung. De connexion, de relation. Enfin, si tu veux, ça ne découlait pas. C'est comme si Julien, t'es mon fils, puis je dis, mais je prie pour toi, c'est bon, mais j'ai jamais pris le temps pour le faire. Donc, de toute façon, ça m'a donné une stabilité dans ton ça. Je me sais pas, il pense à moi et tout, mais j'ai pas appris à prier. J'ai pas appris à fighter, quoi, à faire le combat. Oui, c'est ça. Enfin, je l'ai appris ailleurs. Le verset biblique. Le verset biblique. Oui. Le verset parce qu'il y a ce fameux verset qui dit qu'en fait, c'est un peu en permanence. Oui. C'est un style de vie. Voilà. Ça, c'était dans Deutéronome 6 à 7. Style Louis II. C'est ce qui est venu. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc, ça commence déjà là. J'imagine dans notre cœur. Et puis, tu les incluras à tes enfants. Inculquera. De gré de force. Inclura. Mais... non, c'est inculquera, c'est écrit. Non, inculquera à tes enfants. Et tu en parleras quand tu resteras dans la maison. Dans la maison. Quand tu marcheras en chemin, en voyage. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tout le temps. Tout le temps. Oui. Quand tu dors. Quand tu dors la tête. C'est là qu'on parle d'un style de vie. En fin de compte. C'est ce que je dis. Donc c'était un peu... Mais c'est vrai, après, à l'école des femmes, on enseigne la prière de 18h. On a une petite carte sur gospel.es.fr. Vous pouvez la télécharger. Puis ça, on encourage les femmes. Pourquoi à 18h? Parce que c'est la porte du temps pour les familles. Et puis, dans cette prière, c'est un petit peu un modèle où il y a des versets bibliques. On prie pour la famille, les enfants, le salut de ceux qui nous entourent, enfin différentes choses pour le territoire aussi.
Et puis il y a quelques versets bibliques, parce que c'est puissant en fait quand on prie avec la parole de Dieu. Ouais. Ça, c'est important aussi. Donc si vous avez envie d'avoir une prière que la mère de famille peut dire pour bénir toute sa famille, ben vous avez cette ressource-là. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que c'est important de prier quand les enfants sont malades, prier quand ils ont des cauchemars, des choses comme ça, prendre autorité pour eux, avec eux. Et puis de les équiper aussi à eux-mêmes prier. Leur apprendre des versets bibliques. Moi, je leur ai appris le psaume 23 quand je les amenais à l'école. On répétait ensemble. Je leur ai appris Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre toi ne prospère. Ça, c'est quand ils avaient peur la nuit. Je dis, déclare cette parole. Et puis quand les enfants étaient plus petits, et ils étaient souvent avec moi quand je disais la prière de 18h. Donc je leur faisais réciter les versets bibliques. Je dis, vas-y, William. Alors il répétait le verset. Je dis, vas-y, Ethan. Donc de m'entendre tout le temps, tous les jours, un peu faire cette prière, ben déjà ils sentent que la maman elle prie pour la famille, que ils baignent dans ces versets bibliques. Donc c'est bien d'inclure en fait les enfants. Et puis moi, dans cet exercice-là, ce qui est intéressant, c'est que à n'importe quel moment de la journée, quand on est face à une situation, des fois tu leur dis, mais là c'est quoi le verset que tu dois déclarer? Puis ils le savent, parce que ça fait partie peut-être des 10-15 versets clés un peu qu'ils arrivent à sortir comme ça. Et puis, du coup, ça leur permet de comprendre que à n'importe quel moment, la parole de Dieu, elle peut venir transformer la situation. Ou plutôt d'encaisser les choses sans rien dire, puis genre... Ben non, il y a un déclaratif, il y a quelque chose que Dieu dit, il y a une arme que tu... Et puis ça, c'est beau parce que ils le font naturellement en fait. C'est-à-dire, c'est eux qui dégainent. Ils dégainent le verset. Alors peut-être que ça vient comme quelque chose qui récite un peu comme ça spontanément. Il n'y a pas besoin d'en connaître 10 000. Mais à la fois, la parole de Dieu, elle est vivante, donc elle produit son effet, elle vient construire, établir, elle fait ces choses-là. C'est très, c'est très beau. Enfin, c'est très nécessaire. Puis c'est important toujours de se rappeler que le but, c'est pas d'être parfait. Oui, c'est impossible. Parce que c'est impossible. On a tous fait des erreurs. Mais le but, c'est de se relever, d'essayer de réparer, de discuter ensemble et puis de trouver des résolutions. Moi, j'ai discuté hier soir avec une personne qui me disait, dans ma vie, j'étais médecin, mon mari voyageait beaucoup pour le ministère, je devais gérer plein d'enfants. Elle avait plein d'enfants avec son mari. Et puis elle disait, en fait, j'ai fait les choses un peu de manière automatique, au travail, à la maison, il fallait que tout soit bien fait. Et j'ai l'impression d'être passée à côté de mon rôle de mère. C'est vrai. Et d'être une mauvaise mère, en fait. Et c'est ce que l'ennemi aimerait nous dire, t'es une mauvaise mère, t'es un mauvais père. Parce qu'en fait, c'est le rôle le plus important au monde. Donc l'ennemi va toujours essayer de t'atteindre sur ces sujets-là, surtout chez les femmes. Oui, beaucoup. T'es une mauvaise mère, beaucoup je crois, plus. l'ennemi me dit tout le temps ça. Parce qu'en fait, si tu crois à ça, tu te comportes comme ça. Donc si tu crois que t'es une mauvaise mère, t'es une mauvaise mère. Et puis cette personne, elle me disait, aujourd'hui, Dieu m'a montré que c'est lui qui allait être une mère à travers moi. Et puis, il m'a dit, on va racheter le temps. Donc aujourd'hui, tu vas me laisser faire. Et puis, et donc elle disait, avec mes patients, Dieu me demande d'être une mère. Avec mes enfants, je suis une mère. En fait, elle disait, Dieu l'appelait à être une mère partout. Dans la société, avec sa famille, et avec les nations. Et qu'il y avait une énorme rédemption, en fait. Et en discutant hier, on se disait, mais en fait, le rôle ultime, ce qui a la capacité de guérir les cœurs, c'est d'être une mère et d'être un père. Même pour les autres. C'est hyper guérissant. Donc c'est trop beau. On a eu un témoignage à l'école des femmes, le premier, où on priait pour que des vagues d'amour soient déferlent sur les femmes. Et puis il y en a une qui nous donne un témoignage, elle dit, moi j'ai toujours un problème avec ma féminité,
et puis je sais pas comment faire. Et suite à cette soirée, j'ai senti un appel de Dieu à aimer les autres comme une mère. Et puis elle disait après dans son travail, un peu la même histoire, t'es assistante sociale, Dieu lui a dit, bah, tu vois, cette fille qui a un problème avec sa féminité, donc comme un garçon manqué en face de toi, bah, j'aimerais que tu l'aimes et que tu lui parles comme une mère. Et peu importe ton job. Et donc elle a commencé à le faire, elle lui a parlé avec plein d'affection, même à la fin elle lui a dit, est-ce que je peux te prendre dans les bras? Ça lui est arrivé 2 fois, et puis elle s'est rendue compte après ces 2 expériences qu'elle était réconciliée avec sa féminité. Et le fait d'avoir été une mère pour les autres était venu guérir la femme qu'elle était. C'est trop beau. Donc tout ça pour dire, c'est puissant d'être mère. On a encore une question, celle qui est... Oui. Il me semble, c'était laquelle? C'est une très bonne question. On nous a posé dernièrement, comment vous gérez le départ des enfants de la maison? Et on a rigolé parce qu'on était là, on n'est pas encore là. Ben, un peu quand même. On est un peu... Oui, mais tu commences beaucoup plus tôt. Enfin, ils commencent à partir, on va dire. Ils ne sont pas tous partis, mais ils commencent à partir. Oui. Mais ça commence beaucoup plus tôt. C'est déjà au départ où tu sais, c'est pas à toi. Mais j'ai parlé avec une femme cet après-midi. C'est quand même difficile parce que tu sacrifies quand même beaucoup pour eux. Ça prend beaucoup d'années, ça prend beaucoup de temps. Et après, tu dois juste les lâcher. Oui, c'est ingrat, c'est vrai. Mais c'est un processus. Un peu comme faire à manger. C'est vite manger. Tu fais tout ça, puis après, plus c'est bon, plus tu manges vite. Ouais, ça pourrait être ça, mais ça, c'est encore plus lent. Hein. Les enfants. Oui. Manger, c'est plusieurs fois par jour. Les enfants, c'est une fois dans la vie. Mais c'est un processus. Oui, et juste mentalement aussi, de pas essayer de contrôler ou... je sais pas quoi encore. Moi, j'ai eu cette image qu'on a utilisée, je pense, dans une des premières vidéos, c'était l'histoire du l'entonnoir. Qu'en fin de compte, au début, l'éducation elle est plus renfermée parce qu'ils ne savent pas les protéger. Et avec les années, c'est un peu ça tout le dilemme de l'éducation, c'est qu'à un moment, hey, you go. Et peut-être je suis plus vraiment forcément d'accord avec ce que tu fais, mais c'est le moment de laisser. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de familles, de jeunes adultes, jeunes mariés, par exemple, tu souffres encore sous le joug de tes parents. Moi, j'ai souffert quand même assez longtemps. C'était rien de méchant, mais je remarquais qu'il y avait quand même une espèce de joug. Je ne sais même pas s'ils le faisaient exprès. Des attentes, tu veux dire. Tu sentais les attentes jamais exprès. Et puis c'est nous, on se dit, mais comment on va faire pour pas que nos enfants, qu'on puisse vraiment les libérer dans la paix. Puis quand tu parles avec certaines personnes qui ont été libérées vraiment comme ça change quand même beaucoup. Alors pas cette espèce de sac à dos. Ils ont envie aussi d'être avec les parents plus tard. Quand ils seront adultes, c'est pas les parents qui les forcent pour venir chez eux. Ça, c'est vraiment une différence. Il y a quand même une liberté. Puis ça, on voit dans certaines familles, c'est beau, ils aiment aller ensemble. Une fois par année, le père... c'est ça, nous, on s'attend. Mais comme dit Chamira, souvent, c'est vraiment c'est le trop ou le pas assez. C'est une fine ligne. Oui, très fine. Oui, c'est ça. Il faut être attaché tout en lâchant prise. Et pas complètement... Et puis, il faut continuer à l'être. C'est-à-dire... et pas te dire, bon, je vais complètement me détacher pour pas souffrir. Oui. Et pas essayer de retenir parce que l'enfant il sent toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que c'est important de dire que d'être père et mère, c'est des rôles extrêmement puissants, tellement importants. C'est ce dont on se rappelle toute notre vie, c'est ce qui nous construit. Mais c'est un rôle ingrat parce que c'est le fait de se donner en fait. On le fait pas, on n'éduque pas des enfants pour nous-mêmes. On n'éduque pas des enfants pour nous remplir, pour qu'ils nous aiment, pour qu'ils nous reconnaissent. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Nous, on est responsables d'eux. On doit faire un bon job avec eux pour qu'ils puissent accomplir le plan de Dieu. Parce que c'est ça l'objectif. Le plan de Dieu, c'est ça, pas nos rêves. Pas nos rêves, notre plan. Je veux qu'il soit comme ci, comme ça. Je veux que sa femme, elle soit comme ci, comme ça. Mais même on dit d'accomplir le plan de Dieu, mais même Dieu, il nous laisse libre de le faire. Il y a beaucoup de patience aussi. Donc,
qui, nous, on serait pour pas laisser libre nos enfants, alors que Dieu lui-même... Quand tu deviens parent, en fait, tu as compassion avec Dieu. Enfin, tu comprends mieux Dieu. Ouais, c'est sûr. Tu comprends mieux Dieu, tu dis, ok. Donc, de temps en temps, je le vois, on se plaint un peu les deux. Ça, tu peux te plaindre avec lui. Tu peux pas te plaindre de lui, mais tu peux te plaindre avec lui. Mais c'est une réalité, c'est pas facile. Moi, j'en ai 2 qui sont plus à la maison. Et puis, il y en a qui sont un peu là, pas là, qui partent en voyage ou qui sont la semaine aux études, puis après ils reviennent le week-end. Et c'était un petit peu ça comme ça aussi avec les 2 premiers. Mais c'est difficile, en fait, je trouve ce qui est difficile, c'est de te dire non, mais j'ai besoin que tu restes encore un petit peu là parce que j'aimerais bien faire le travail avec toi. Puis surtout le premier, parce que moi, comme j'étais enceinte, tout le temps enceinte, ben, je m'occupais de manière naturelle du plus petit, toujours un peu du plus petit, parce qu'il faut allaiter, faire manger, puis tu es toujours pris dans le rythme de la vie, puis avec 6 garçons, c'est difficile de te dire, bon, il faut que je prenne du temps pour le premier, puis en fait, tu le fais jamais, alors tu fais des voyages rituels, comme on a fait, où toi, tu faisais ça avant qu'ils rentrent au collège, tu allais camper avec eux. Après, nous, on est partis un week-end dans une ville en Europe, avec chacun individuellement, pour ses 13 ans. Et puis, ce que je vais faire, parce que j'ai raté le coche, et ça, c'est très important, c'est quand ils ont autour de 15 ans, c'est si on avait des filles, bah toi tu les inviterais tout au restaurant, et puis tu leur offrirais une magnifique bague de pureté, et puis tu leur dirais je vais me battre avec toi pour que tu restes pure avant le mariage, et puis si tu as des besoins, quoi que ce soit, je suis là, mais tu as tellement de valeur que celui qui aura ta main, c'est celui qui sera digne de toi, sans pression et tout ça. Mais bien voulu qu'on te le dise. Oui, ça j'aurais bien voulu qu'on me dise aussi, exactement, tout le monde. Hein. Mais c'est important. Moi, j'avais pas compris en fait que quand tu as des garçons, c'est la maman qui doit faire ça, qui doit inviter ses garçons au restaurant, qui doit leur dire, ben maintenant, sache que je prie pour toi, je suis avec toi, et je me tiens avec toi pour que tu sois pure avant le mariage. Si tu as des questions sur les femmes, tu as l'impression que c'est un peu mystérieux, n'hésite pas à me les poser. Et puis leur offrir, je sais pas, quelque chose qu'ils aiment bien, bijoux, pas forcément de bague. Mais je pensais pas que moi j'avais ce rôle-là en fait. Alors que pourtant, je prie dans des conférences Ésaïe 61 tellement souvent, je fais des appels pour que les gars viennent et qu'on puisse briser le cordon ombilical avec les mamans. C'est hyper fréquent. En fait, un homme qui est pas séparé de sa mère, il peut pas s'attacher à sa femme. Donc ça, il faut le faire à un moment donné. Donc moi, je vais le faire avec tous mes fils, bientôt. On a une année, genre. Non, parce que le dernier, il n'a pas encore. Mais c'est important parce que du coup, ils se sentent libérés pour pouvoir rencontrer, parce que c'est important. Hein. C'est comme quand on accompagne notre fils devant l'autel pour le mariage. C'est la mère qui accompagne le fils, le père. Donc c'est significatif. Ça veut dire que la mère, elle doit relâcher ses fils. Accompagner personne, moi. Et le père... Ah oui. Peut-être que vous pouvez aller ensemble. Mais j'ai dit que peut-être que j'accoucherais mes belles-filles. Mais Sandra, elle a dit non, ça se fait pas. J'accoucherai mes belles-filles. Il va être la sage-femme. Ah, pour eux. Qui elle en va? Mais parce que moi, j'aurais voulu l'accoucher elle, mais elle n'a jamais voulu. Mais essayez de demander, ouais, tu sais. C'est un peu bizarre. Très. Et il doit se dire. Il est là. Oh non. Moi, j'aimerais bien être là avec mes filles. Avec tes filles, je trouve ça va encore déjà donné, ils ont dit non. T'as déjà été pour quelqu'un d'autre, toi? Elles ont dit non déjà, t'as déjà essayé mais moi je dis c'est un peu tôt, tu sais pas encore, mais comme ça ils ont déjà entendu et c'est leur décision aussi, c'est pas à nous. Oui, puis il faut déjà qu'il y ait le gars aussi. Ouais, c'est ça. On prie depuis leur naissance. Wow. Pour lui, pour elle et aussi pour les parents. On a toujours prié pour leurs parents. Parce que c'est important, on sait comment c'est difficile. C'est pour ça qu'on reste amis avec certaines familles.
Ben oui, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Pour l'instant, on en sait rien. Ça se passe naturellement. Exactement. Ouais. Oui. Donc, ben voilà, maintenant vous savez tout sur l'éducation. Wow. Donc, On espère que... Ils ne savent pas tout parce qu'on ne Non. sait jamais tout. Ouais. Mais en tout cas, vous avez de bons... des bonnes pistes. Des bonnes pistes pour pouvoir avancer sereinement. Et puis vous avez, vous avez toute la ressource de Hugues et Chamira avec familyoasis.com. Et puis, .com. Ça vous connaissez, de Family Oasis. Et puis, vous avez aussi toute la ressource Esaïe61.fr pour tout ce qui est guérison, libération, etc. Donc, avec ces deux ressources, normalement, vous avez ce qu'il vous faut. Aussi, nous, on voulait dire, c'est aussi un ongoing. Ça veut dire quoi? C'est en cours. L'éducation, c'est en cours. Nous, en réalité, on fait des cours du style 0-6 mois, 6 mois, 2 ans, 2 ans. 12 mois. Enfin, un peu plus, oui. Et c'est hyper important de commencer tout de suite. Oui, parce qu'on a remarqué que rester. si vous faites un cours et on vous dit, on fait un cours sur les enfants, ça dure 2 week-ends, ça donne 2-3 bases. Mais c'est vrai que parce que ça évolue sur 18 ans, d'avoir des cours qui sont un peu spécifiques, nous on a remarqué que c'est quand même super bien. Donc ça, c'était pas un cours spécifique, c'était un cours généraliste, on va dire comme ça, avec beaucoup de pépites spécifiques. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on aime, c'est d'avoir des groupes qui avancent comme ça, avec les années. Et puis ce qui est génial aussi, c'est que ça crée une communauté, d'avoir des gens qui réfléchissent sur l'éducation avec les enfants qui ont le même âge et avant que ça passe, ils prennent les décisions avant. Oui. Alors c'est un peu de pub. Vous créez non seulement, vous avez de la ressource, mais vous créez aussi une communauté de parents. En fait, ça c'est l'idéal, comme dans tout. Et communauté prophétique pour ceux qui sont d'entre eux. On est bien quand on est ensemble, puis c'est vrai qu'on apprend mieux, on avance mieux, puis on s'encourage surtout. Entre parents, ce qui est extraordinaire. C'est important pour nous. Je veux dire par là, c'est vraiment une continuation. Et puis, on est là, quoi. Comme avec Esaïe, vous êtes là. Exactement. On est là pour vous. Mais surtout, Dieu, il est là pour vous. Amen. Lui, c'est le meilleur des pères. On a Dieu le Père, on a le Saint-Esprit, qui est une mère aussi extraordinaire. Jésus, un frère, un ami, un époux. Donc la famille céleste, c'est elle qui nous aide à devenir une famille à sa ressemblance. En fait. Wow. Le moteur de transmettre des écoles comme celle-ci, comme l'école des parents, c'est qu'on est là, mais en fait, on est très limité. C'est ça, ouais. Alors, comme vous faites des ressources online, on sait que le digital aide parce que ça crée de la ressource. On peut aller à n'importe quel moment du jour, de la nuit, quand on a besoin, chercher de la ressource. Mais par contre, plus que tout, nous, c'est d'avoir des hommes et des femmes, des parents, des couples en bonne santé émotionnelle, spirituelle, physique, qui soient des témoins, parce que c'est exactement le mandat que Jésus nous a demandé. Il nous a dit, soyez des témoins, allez annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est bien sûr que c'est le message de la croix, mais c'est le témoignage du message de la croix dans nos vies. C'est-à-dire, c'est nos vies transformées qui vont faire que le royaume de Dieu se répand. Donc moi, mon cœur, en tout cas mon désir, c'est que vous soyez des familles, des parents qui fassiez envie à d'autres qui ne le sont pas encore de le devenir. Parce que un peu l'ambiance globale, là, c'est plutôt d'arrêter de faire des enfants parce que si, parce que ça, parce que rien ne va plus. Et puis, c'est pas ce que Dieu nous a demandé, premièrement. Deuxièmement, c'est triste comme tout, un monde sans enfants. Donc vraiment que cette bonne nouvelle de la croix soit notre moteur, mais moteur pour être des couples en bonne santé, pour être des parents en bonne santé, pour être des femmes en bonne santé, des hommes en bonne santé. Donc on a toutes les écoles qu'il vous faut. École des femmes, école des hommes, école des couples, école des parents. On va faire école des célibataires, et des grands-parents, bientôt grands-parents. Grands-parents, c'était avec nous. C'est ça.
Voilà. En tout cas, soyez bénis les amis, on vous aime fort. Plus de questions, c'est fini. Et puis à tout bientôt. À tout bientôt. Bye bye. À bientôt. Ciao, ciao.